Parfois, la nature sauvage nous enseigne que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même lorsque nous le croyons. Et parfois, le passé a une manière de nous retrouver, peu importe la distance que nous mettons entre lui et nous. Marie Dubois avait passé 30 ans de sa vie comme guetteuse au poste de guet du Mont-d'Or, au cœur des montagnes escarpées du Massif central. À 62 ans, elle pensait que la retraite signifiait enfin trouver la paix dans l'arrière-pays, avec pour seule compagnie son fidèle berger allemand. Puis, un matin, elle se réveilla pour découvrir un loup noir massif, immobile, à l'entrée de sa tente de camping. Ce que son chien fit ensuite changea tout. Le loup n'attaqua pas. Il se contenta d'observer, et il continua de revenir. Bientôt, Marie réalisa quelque chose d'impossible. Il ne s'agissait pas seulement de survivre dans la nature. Il s'agissait d'une femme disparue dans ces mêmes bois des décennies plus tôt, et d'un mystère qui refusait de rester enterré. Le gel était arrivé en avance cette année-là sur les sommets du Massif central. Marie Dubois le remarqua à l'instant même où elle ouvrit la fermeture éclair de sa tente ce matin-là, vit les cristaux blancs s'accrocher aux aiguilles des sapins et entendit ce silence si particulier qui s'installe lorsque le monde retient son souffle entre deux saisons. Elle avait appris à remarquer ces détails pendant 30 ans, d'abord depuis sa tour de guet perchée à plus de 2000 mètres, et maintenant au niveau du sol, où la forêt lui semblait à la fois plus intime et plus vaste. Carrick pressa son museau contre sa main, une présence chaude et insistante. Le berger allemand était avec elle depuis 5 ans, adopté d'un programme de recherche et de sauvetage après la mort de son mari, Jean Mercier. Le chien avait été écarté du programme car jugé trop doux, trop réfléchi. On lui avait dit qu'il manquait de l'agressivité nécessaire pour le travail de sauvetage. Pour Marie, cela le rendait parfait. « Bonjour, mon grand », dit-elle en lui grattant derrière les oreilles. « Voyons ce que la journée nous réserve. » Elle sortit de la tente pour se glisser dans l'aube de septembre, ses genoux protestant légèrement. 62 ans, ce n'était pas vieux, se rappelait-elle quotidiennement, mais ce n'était plus la jeunesse non plus. Son corps tenait un compte méticuleux de 3 décennies passées à grimper les escaliers de la tour, à parcourir des sentiers accidentés et à survivre à des hivers montagnards capables de briser l'esprit d'une personne si elle n'y prenait garde. Le campement qu'elle avait choisi se trouvait dans une petite clairière entourée de pins sylvestres, à environ 25 km du sentier balisé le plus proche. Elle avait emporté suffisamment de provisions pour 2 semaines, bien qu'elle puisse rester plus longtemps si le temps le permettait. Sa fille, Sandrine Lefebvre, s'inquiétait de ses voyages en solitaire. Son fils, Nicolas Leroy, avait cessé de les appeler des « voyages » pour les qualifier de « balades de maman », avec cette sorte d'inquiétude douce qui donnait à Marie le sentiment d'être à la fois aimée et ancienne. Mais il ne comprenait pas. Il ne le pouvait pas. Comment aurait-il pu savoir ce que signifiait passer sa vie professionnelle à veiller sur quelque chose de vaste et de sauvage, pour ensuite se voir dépouillé de cette raison d'être par une fête de départ et une montre en or? L'Office national des forêts l'avait remercié pour son service, lui avait remis une plaque et s'attendait à ce qu'elle se contente d'un appartement en ville, dans une petite ville en Auvergne, et de visite des petits-enfants le week-end. Elle avait essayé pendant 6 mois. Cet appartement avait été le rêve de Jean. Il l'avait choisi l'année précédant la crise cardiaque qui l'avait emporté, parlant de la façon dont ils passeraient leurs années dorées ensemble, se mettraient peut-être au golf, verraient plus souvent les petits-enfants. Mais Jean n'était pas là pour le partager. Et Marie se retrouvait chaque matin debout devant la fenêtre, le regard tourné vers les montagnes, sentant comme si quelque chose de vital était lentement drainé de ses os. Alors elle avait commencé à randonner. De petites excursions au début, puis de plus longues. Elle gardait l'appartement. Sandrine avait une clé, et Marie y retournait toutes les quelques semaines pour vérifier le courrier et rassurer ses enfants qu'elle n'était pas devenue une ermite complète. Mais c'était dans les montagnes qu'elle se sentait le plus elle-même, le plus connectée à la vie qu'elle avait bâtie et à l'homme qu'elle avait aimé. Jean avait été garde forestier, c'est ainsi qu'ils s'étaient rencontrés. Elle avait 28 ans, fraîchement affectée au poste de guet du Mont-d'Or, et il était monté pour voir comment elle s'installait lors de sa première semaine. Il s'attendait à trouver un homme à l'époque, on affectait généralement des hommes aux tours isolées et sa surprise quand elle avait ouvert la porte avait été presque comique. Mais il s'était vite repris, l'avait aidé à installer son équipement et était revenu la semaine suivante avec un meilleur café que l'instantané qu'elle buvait. Ils s'étaient mariés 2 ans plus tard. Jean continua son travail de garde forestier, tandis que Marie gardait son poste à la tour. Ils se voyaient toutes les quelques semaines quand ils pouvaient faire l'ascension, et chaque hiver, ils passaient 5 mois entiers ensemble à plus basse altitude. C'était peu conventionnel, mais ça avait fonctionné.
Ils avaient appris très tôt qu'ils étaient tous deux des personnes qui avaient besoin d'espace pour respirer, qui comprenaient qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas l'étouffer. Le travail de guetteuse lui convenait d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à expliquer aux gens qui ne l'avaient pas fait. La solitude, oui, mais plus que ça, le sentiment d'utilité qui venait du fait d'être vigilante, d'avoir les yeux sur la forêt quand elle avait besoin de protection. Elle avait repéré des dizaines d'incendies au fil des ans, les signalant avant qu'ils ne puissent se propager et tout consumeur. Elle avait observé l'évolution des conditions météorologiques, avait appris à lire le ciel comme certains lisent des livres, et elle avait appris à connaître les montagnes elles-mêmes, chaque crête et chaque vallée de son secteur, chaque ruisseau et chaque prairie. Elle les avait observées en toute saison, les avait vues d'une manière que les visiteurs au sol ne pourraient jamais voir. De là-haut, on voyait les schémas. On comprenait comment tout était connecté. Carrick poussa son nez contre son sac à dos, lui rappelant que la philosophie ne préparait pas le petit déjeuner. Elle sortit le réchaud de camping et commença à chauffer de l'eau pour le café et les flocons d'avoine. Le chien eut ses croquettes et un morceau de viande séchée qu'elle avait préparé elle-même le mois précédent. Il mangeait par bouchées mesurées et prudentes, observant la lisière de la forêt tout en mâchant. « Tu es un bon chien, lui dit-elle. Le meilleur partenaire que je puisse demander. » La routine matinale était méditative, faire bouillir de l'eau, cuisiner des aliments simples, nettoyer soigneusement pour ne pas attirer les ours. Elle avait appris ces habitudes des décennies auparavant, et elles étaient devenues une seconde nature. J'en plaisantais en disant qu'elle pouvait lever le camp en dormant, et il avait probablement raison. Après le petit déjeuner, elle fit le tour du périmètre de la clairière, vérifiant les signes d'animaux. Des excréments d'ours noirs à une cinquantaine de mètres à l'est, vieux d'un jour ou deux. Des traces de chevreuils près du petit ruisseau qui bordait le sud du camp. Des trous de souris dans les troncs d'arbres morts. Tout était normal, tout était comme il se devait. Elle sortit son vieux carnet de bord, une habitude qu'elle n'arrivait pas à perdre, même si plus personne ne la payait pour enregistrer des observations. Le carnet datait de 1993, sa première année complète au Mont d'Or. Elle avait gardé tous les journaux de chaque saison, en avait des boîtes entières en stockage, mais elle avait apporté celui-ci en particulier car il contenait un souvenir qu'elle essayait de situer. En feuilletant les pages, elle trouva les entrées de la fin août de cette année-là. Elle avait noté des signaux de fumée inhabituels 3 jours de suite de petits feux contrôlés qui n'étaient ni des feux de forêt, ni des impacts de foudre. Elle les avait signalés au poste de garde, et Jean était parti enquêter. Il n'avait rien trouvé, aucun signe de présence humaine dans ce secteur. La fumée avait cessé après ce 3e jour et n'était jamais revenue. Elle se souvenait d'avoir interrogé Jean à ce sujet lorsqu'il lui avait rendu visite la semaine suivante. Il avait semblé lui-même perplexe, disant que les coordonnées qu'elle avait données étaient fiables, mais qu'il n'y avait aucune preuve d'activité humaine récente. Le mystère l'avait tracassé pendant un certain temps, puis l'hiver était arrivé, et d'autres choses avaient pris le dessus. Maintenant, en regardant les entrées délavées, elle ne pouvait pas dire exactement pourquoi elle avait apporté ce journal pour ce voyage. Juste un sentiment lancinant d'avoir manqué quelque chose d'important à l'époque, que ces signaux de fumée avaient signifié plus qu'elle ne l'avait compris. Vieillir nous rend sentimentaux, dit-elle à Carrick. On commence à voir des connexions là où il n'y en a pas. Mais le chien fixait de nouveau la lisière de la forêt, ses oreilles dressées de cette manière particulière qui signifiait qu'il avait entendu ou senti quelque chose digne d'intérêt. Marie suivit son regard, mais ne vit rien d'inhabituel. Juste des pins, des ombres, la nature ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Carrick la regarda, puis se retourna vers les arbres. Pas alarmée, exactement, mais alerte. Intéressée. Elle décida de faire confiance à son instinct. Une des premières choses qu'on lui avait apprises lors de sa formation de guetteuse était de prêter attention quand quelque chose semblait anormal. Même si on ne pouvait pas identifier immédiatement pourquoi, le cerveau traitait plus d'informations que l'esprit conscient ne pouvait en suivre. L'instinct n'était qu'une reconnaissance de schémas que l'on ne pouvait pas encore tout à fait articuler. Elle passa le reste de la matinée à faire une large boucle autour du camp, inspectant la zone plus minutieusement. Le temps était parfait. Ciel dégagé, température autour de 15 degrés, une légère brise d'ouest. Des conditions de randonnée idéales, le genre de journée qui lui rappelait pourquoi elle était tombée amoureuse de ce travail. Vers midi, elle avait parcouru peut-être 8 kilomètres, avançant à ce rythme régulier qu'elle avait développé au fil des décennies. Pas rapide, mais efficace. Elle s'arrêta pour déjeuner près d'un étang de castors, observant les ondulations sur l'eau pendant que Carrick explorait les berges boueuses.
C'était ce qui lui avait manqué dans l'appartement. Pas seulement la nature elle-même, mais la façon dont le temps s'écoulait différemment ici. Pas d'horloge, pas d'horaire, rien que l'arc du soleil dans le ciel et les rythmes de son propre corps. Elle avait essayé de l'expliquer à Sandrine une fois, comment le temps en ville semblait artificiel et étriqué, mais sa fille l'avait juste regardé d'un air inquiet et lui avait demandé si elle avait pensé à voir quelqu'un, peut-être parler à un thérapeute de son deuil. Marie ne s'était pas sentie offensée. Sandrine partait d'une bonne intention, et peut-être y avait-il du vrai là-dedans. Peut-être que tout cela n'était qu'un évitement élaboré de l'appartement vidé de la vie qu'elle était censée désirer maintenant que Jean était parti et que ses années de travail étaient derrière elle. Mais cela ne ressemblait pas à un évitement. Cela ressemblait à un retour à la maison. Elle rentra au camp en milieu d'après-midi, fit un autre tour du périmètre et commença à préparer le dîner, ragoût déshydraté, riz instantané, un sachet de haricots verts. Pas de la grande cuisine, mais les calories étaient les calories, et plus on pouvait faire durer ses provisions, plus on pouvait rester. Carrick mangea son dîner, puis s'installa près du foyer, la tête posée sur ses pattes, mais gardant les yeux fixés sur la forêt qui s'assombrissait. Le soleil se couchait plus tôt maintenant, octobre n'était qu'à une semaine. Bientôt, les nuits deviendraient si froides que camper deviendrait vraiment inconfortable. Elle resterait jusqu'à la fin septembre, puis retournerait à l'appartement pour quelques semaines avant de décider de faire un autre voyage en octobre ou d'attendre le printemps. Alors que l'obscurité totale s'installait sur la clairière, Marie recouvrit le feu de braise et se retira dans sa tente. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas laisser le feu brûler toute la nuit. Cela dérangeait la faune et créait un faux sentiment de sécurité. Mieux valait faire confiance à son abri et à son chien et laisser la forêt être elle-même. À l'intérieur de la tente, elle arrangea son sac de couchage et vérifia que sa lampe frontale était à portée de main. Carrick tourna 2 fois sur lui-même avant de se coucher en travers de l'entrée de la tente, sa position habituelle. Chien de garde jusqu'au bout. Bonne nuit, mon grand, murmura-t-elle. Elle s'endormit en quelques minutes, de ce sommeil profond et sans rêve qui vient de l'effort physique et de l'air pur de la montagne. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle dormait lorsque le grognement sourd de Carrick la ramena à la conscience. Le grognement était à peine audible, plus une vibration qu'un son, mais il réveilla Marie avec la clarté électrique d'un danger reconnu. Carrick ne grognait jamais sans raison. En 5 ans, elle avait entendu ce son peut-être 3 fois. Une fois pour un ours qui s'était approché trop près de leur camp, une fois pour un homme étrange qui l'avait abordé de manière trop agressive au début d'un sentier, et une fois pour des raisons qu'elle n'avait jamais identifiées, une menace qui était passée dans la nuit sans se révéler. Elle tendit la main vers sa lampe frontale, mais s'arrêta avant de l'allumer. Mieux valait d'abord laisser ses yeux s'habituer à l'obscurité. Mieux valait écouter et apprendre avant d'annoncer sa présence. La tente était d'un noir d'encre, le genre d'obscurité qui n'existe qu'à des kilomètres de toute lumière artificielle. Mais à travers la fenêtre enfilée près de sa tête, elle pouvait distinguer les vagues formes des arbres se découpant sur un ciel rempli d'étoiles. Pas de lune ce soir. Phase de nouvelle lune. Le grognement de Carrick reprit, bas et régulier. Il était maintenant debout. Elle pouvait le dire au son, positionné à l'entrée de la tente, son corps bloquant le passage. Puis elle le vit, juste au-delà de l'abside de la tente, à peut-être 2 mètres, une forme qui n'avait rien à faire là, trop grande pour être un renard, trop solide pour être une ombre. Alors que ses yeux s'adaptaient, la forme se précisa en quelque chose qui lui coupa le souffle. Un loup, massif, à la fourrure noire, parfaitement immobile et fixant directement la tente. Marie avait déjà vu des loups. On ne peut pas passer 30 ans dans l'arrière-pays du Massif central sans en rencontrer, mais jamais comme ça, jamais d'aussi près, jamais aussi calme. Les loups étaient des créatures généralement timides, évitant le contact humain lorsque c'était possible. Ils chassaient le cerf et le chevreuil, vivaient en groupes familiaux et ne voulaient rien avoir à faire avec les gens. Ce loup semblait vouloir quelque chose de très spécifique. Il se tenait là, immobile, ses yeux captant une lumière stellaire ambiante et la réfléchissant avec une qualité presque lumineuse. Marie se surprit à compter les battements de son cœur, attendant ce qui allait se passer. Le grognement de Carrick était tombé à un simple grondement, son corps tendu, mais il n'attaquait pas. C'était la chose la plus étrange. Carrick aurait dû perdre la tête, aboyer, se jeter en avant, défendre son territoire et sa personne avec toute la force de ses 40 kilos. Au lieu de cela, il grognait, oui, mais c'était une alerte, pas une attaque. Il l'avertissait, il ne menaçait pas le loup. Le loup fit un pas en avant, puis un autre.
Il se déplaçait avec la certitude fluide de quelque chose qui avait fait ce voyage de nombreuses fois et savait exactement où il allait. La main de Marie trouva la bombe de gaz poivré qu'elle gardait près de son sac de couchage. Ses doigts se refermèrent dessus, mais elle ne la souleva pas, ne la pointa pas. Un instinct lui disait que pulvériser cet animal serait une profonde erreur, bien qu'elle n'aurait pas pu expliquer pourquoi. Le loup s'arrêta à l'abside de la tente, assez près maintenant pour qu'elle puisse voir les détails de son visage, le léger grisonnement autour de son museau qui suggérait l'âge, l'intelligence dans ses yeux qui semblait presque humaine dans son intensité. Il la regarda pendant un long moment, et Marie sentit quelque chose passer entre eux, une communication sans mots, mais porteuse de poids. Puis le loup se tourna et retourna dans la forêt, disparaissant entre les arbres aussi silencieusement qu'il était venu. Marie resta assise, figée, pendant plusieurs secondes, sa main serrant toujours la bombe de gaz, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Carrick se tenait à l'entrée de la tente, son corps se détendant enfin, sa queue esquissant un petit mouvement incertain. « Qu'est-ce que c'était que ça » murmura-t-elle. Le chien se retourna vers elle, et elle aurait juré qu'il avait l'air aussi confus qu'elle. Elle ne se rendormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans son sac de couchage, lampe frontale allumée, écoutant chaque son de la forêt, attendant le retour du loup. Mais il ne revint pas. Le reste de la nuit se passa dans un silence ordinaire, le vent dans les pins, une chouette chassant quelque part au nord, les petits bruissements des souris et des campagnols vaquant à leurs occupations nocturnes. Quand l'aube se leva enfin, Marie sortit de sa tente, les jambes raides, et commença immédiatement à examiner le sol autour du campement. Le gel était de nouveau tombé pendant la nuit, plus épais que la veille, et là, dans les cristaux blancs, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des empreintes de pattes. Massives, bien plus grandes que celles de n'importe quel chien. Le loup avait tourné 2 fois autour de la tente avant de s'approcher de l'entrée, et les empreintes étaient parfaitement conservées dans le gel, chaque coussinet distinct, chaque marque de griffe visible. Elle s'agenouilla à côté de l'empreinte la plus nette et plaça sa main à côté. La patte du loup éclipsait sa paume. Ce n'était pas seulement un grand loup. Il était énorme, pesant facilement plus de 50 kilos, peut-être même près de 70. La taille d'un mâle alpha, le genre d'animal qui dirigerait une meute entière. Mais que faisait-il ici? Les loups ne s'approchaient pas des campements humains comme ça. Ils ne se tenaient pas devant les tentes pour regarder. Ils ne communiquaient pas avec les bergers allemands par un langage tacite de grognement et de posture corporelle. Marie se prépara un café avec des mains tremblantes, essayant de comprendre ce dont elle avait été témoin. Elle était une personne rationnelle, formée à l'observation et à l'analyse. Il devait y avoir une explication. Peut-être que le loup était habitué aux humains, avait été nourri par des campeurs et avait perdu sa peur naturelle. Peut-être qu'il était malade, enragé, agissant de manière anormale. Mais il n'avait pas l'air malade. Il avait l'air déterminé, délibéré. Elle passa 1 heure à lever le camp, décidant que la meilleure chose à faire était de se déplacer vers un autre endroit. Si le loup revenait et se montrait agressif, elle serait dans une situation dangereuse. Mieux valait déménager, mettre de la distance entre elle et ce qui s'était passé la nuit dernière. Mais alors qu'elle enroulait sa tente, Carrick commença à creuser près du foyer, ses pattes grattant la terre avec une intensité concentrée. « Que as-tu trouvé, mon grand » Il continuait de creuser, et Marie s'agenouilla à côté de lui pour voir ce qui avait attiré son attention. À quelques centimètres de profondeur, ses pattes découvrirent quelque chose qui la fit s'asseoir sur ses talons de surprise. Une sculpture, en bois, patinée, en forme de loup en pleine course. Elle mesurait peut-être 15 centimètres de long, sculptée dans un bois sombre qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Le travail était remarquable. Chaque détail de l'anatomie du loup était rendu avec une précision soignée, de la structure musculaire aux lignes individuelles de la fourrure le long de son dos. Mais ce qui attira son attention, ce furent les marques gravées sur la base. Des symboles qui ressemblaient presque à une écriture, mais qui n'étaient rien de ce qu'elle connaissait. Pas des pictogrammes celtes ou gallo-romains qu'elle connaissait des tribus régionales. Ni français, ni latin, ni aucun alphabet moderne. Quelqu'un avait sculpté cela, l'avait enterré près de son foyer, et elle n'avait aucune idée de pourquoi ou quand. Elle tourna la sculpture dans ses mains, sentant son poids, la patine lisse qui venait de l'âge et de la manipulation. Ce n'était pas un bibelot récent. C'était vieux, vraiment vieux, peut-être de plusieurs décennies ou plus. Qui a laissé ça ici? Demanda-t-elle à la clairière vide. Carrick gémit doucement, regardant vers la lisière des arbres. Suivant son regard,
Marie vit quelque chose qui lui glaça le sang. Le loup était de retour, debout au bord des arbres, l'observant avec ses mêmes yeux intelligents. À la lumière du jour, il semblait encore plus grand que la nuit, son pelage noir brillant et sain, sa posture dégageant une autorité calme. Marie se leva lentement, la sculpture toujours à la main. Elle et le loup se regardèrent à travers la clairière, 10 mètres d'espace qui semblait à la fois vaste et bien trop petit. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. Le loup ne bougea pas, ne réagit pas. Il se contenta de l'observer un long moment, puis se tourna et trotta dans la forêt, en direction du nord-est. Marie baissa les yeux sur Carrick. Le chien remuait la queue maintenant, la regardant avec une expression qui semblait presque pleine d'attente. « Tu veux le suivre » dit-elle. Ce n'était pas une question. La queue de Carrick s'agita plus fort. Marie regarda la sculpture en bois dans sa main, puis les empreintes de pattes massives dans le gel, puis la forêt où le loup avait disparu. Chaque instinct rationnel lui disait de faire ses bagages et de partir, de signaler cela à l'Office national des forêts, de retourner à la civilisation et à la sécurité. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la rationalité et tout à voir avec 30 ans passés à observer et à écouter ces montagnes, lui disait que ce serait une erreur. Quoi qu'il se passe ici, quoi que veuille le loup, c'était lié à quelque chose qu'elle devait comprendre. Elle prit une décision qui la surprit elle-même en la prenant. « D'accord, » dit-elle à Carrick. « Allons voir de quoi il s'agit. » Elle mit son sac sur ses épaules, vérifia ses repères et commença à marcher vers le nord-est, suivant le loup dans la nature plus profonde. Le chemin que le loup avait emprunté n'était pas vraiment un sentier, juste un passage étroit à travers une dense forêt de pins sylvestres qui obligeait Marie à se déplacer de côté par endroits, son sac s'accrochant aux branches basses. Carrick s'y faufilait facilement, son corps plus près du sol, et à 2 reprises, il se retourna vers elle comme pour se demander ce qui lui prenait tant de temps. « Nous n'avons pas tous 4 pattes », marmonna-t-elle en dégageant sa veste d'une branche particulièrement tenace. Elle marchait depuis peut-être 2 heures lorsque les arbres commencèrent à s'éclaircir et qu'elle aperçut au loin quelque chose de construit par l'homme. Une structure, en bois gris patiné, à peine distinguable de la forêt environnante. En se rapprochant, elle la reconnut. L'ancienne maison forestière du ruisseau du Marbre, abandonnée depuis au moins 15 ans, peut-être plus. Elle y était venue une fois, des décennies auparavant, lorsqu'elle était encore en service. Jean l'avait fait descendre de la tour pour un ravitaillement, et il s'était arrêté ici pour rendre visite aux gardes qui y étaient stationnés. Elle ne se souvenait plus de son nom maintenant, mais elle se souvenait de la maison elle-même. Construction solide, faite pour durer, positionnée au confluent de 2 ruisseaux, où l'eau était fiable toute l'année. Le loup n'était nulle part en vue, mais ses traces menaient directement aux marches de l'entrée. Marie s'approcha prudemment, Carrick à ses côtés. Les fenêtres étaient intactes mais sales, et la porte pendait légèrement de travers sur ses gonds. Quelqu'un l'avait cadenassée à un moment donné, mais le cadenas était maintenant brisé, pendant inutilement du moraillon. Elle poussa la porte et entra. L'intérieur était sombre, éclairé uniquement par la lumière sale filtrant à travers les fenêtres, mais ses yeux s'habituèrent rapidement. La pièce principale était en grande partie intacte, un bureau, des classeurs, un poêle à bois, des étagères qui avaient autrefois contenu des provisions. Tout était couvert de poussière et de déjections de souris, et l'air sentait le vieux bois et la décomposition. Mais quelqu'un était venu ici récemment. Elle pouvait le voir dans la poussière perturbée sur le sol, les empreintes qui n'étaient pas les siennes, menant au classeur dans le coin. Marie se dirigea vers les classeurs et essaya le tiroir du haut. Verrouillé. Le 2e tiroir était également verrouillé, mais le 3e s'ouvrit avec un grincement de métal protestataire. À l'intérieur, elle trouva de vieux dossiers, des documents de l'époque où la maison était en service, rapports d'incidents, demandes de ravitaillement, registres météorologiques, la bureaucratie banale du travail forestier. Elle était sur le point de refermer le tiroir quand quelque chose attira son attention. Une chemise cartonnée plus neuve que les autres, pas aussi jaunie par le temps. Elle la sortit et l'ouvrit. Rapport de personnes disparues. L'entête était tamponnée avec la date, 15 septembre 1993. Ses mains se mirent à trembler avant même qu'elle ne lise le nom. Monique Moreau, femme, 47 ans. Dernière vue le 28 août 1993, près du bassin versant du ruisseau du Marbre. Véhicule trouvé au départ du sentier, tente et provisions manquantes. Recherches approfondies menées du 1er au 12 septembre. Aucune trace trouvée. Dossier reste ouvert.
Il y avait une photo agrafée à l'intérieur du dossier. Une photo de permis de conduire, le genre qui ne capture jamais vraiment une personne correctement. Mais même dans ce format bureaucratique peu flatteur, Marie pouvait voir que Monique Moreau avait été une femme frappante, pommette haute, yeux sombres intenses, cheveux longs tirés en arrière sévèrement. Elle avait l'air décharnée, presque hantée, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Et autour de son cou, visible même sur la petite photographie, pendait un pendentif. Marie sortit la sculpture de loup en bois de sa poche et la tint à côté de la photo. Le même, identique dans tous les détails qu'elle pouvait distinguer. Son cœur battait la chamade maintenant. Cette femme avait disparu il y a 32 ans, pendant la première saison complète de Marie au Mont d'Or, et elle portait la même sculpture de loup que Marie venait de déterrer de son campement. Elle parcourut le reste du dossier. Rapport de recherche, témoignage, une brève biographie. Monique avait été anthropologue, apparemment, étudiant les cultures indigènes du nord des montagnes Rocheuses. Elle avait pris une année sabbatique de son poste universitaire pour mener des recherches de terrain dans les Selkirk. Non, l'adaptation disait les montagnes du Massif central. Le dossier était adapté. Monique étudiait les cultures indigènes du Massif central. Elle était seule, n'avait dit à personne ses sites de recherche spécifiques, et avait disparu sans laisser d'autres traces que son véhicule. La dernière page du dossier était une note manuscrite du garde forestier principal chargé de la recherche. Avons fouillé toutes les zones probables dans un rayon de 15 km. Ruisseau dragué, personne retrouvée. Sujet à soit quitter la zone de son propre chef, soit succomber aux éléments dans un lieu non encore découvert. Sans preuve supplémentaire, recherche suspendue. Dossier reste ouvert. Marie s'assit dans le fauteuil poussiéreux du bureau, ses jambes soudainement chancelantes. Elle se souvenait de cette recherche. On lui avait demandé de surveiller depuis la tour, de signaler toute fumée ou activité inhabituelle. Elle avait vu les hélicoptères de recherche, les avait regardés quadriller la forêt pendant des jours. Et elle se souvenait de ces étranges signaux de fumée quelques semaines plus tôt, ceux que Jean avait enquêtés et pour lesquels il n'avait rien trouvé. Et si c'était lié? Et si Monique avait fait ces signaux et qu'au moment où quelqu'un avait enquêté, elle était déjà partie? Carrick gémit doucement et poussa son museau contre son genou. Elle se pencha pour le caresser, ayant besoin du contact physique, du rappel qu'elle n'était pas seule dans cette pièce poussiéreuse pleine de fantômes. Qui était-elle, mon grand? Et qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce loup? Elle continua à lire le dossier, cherchant un indice qui pourrait expliquer le lien. Les recherches de Monique s'étaient concentrées sur ce qu'elle appelait des populations résiduelles, des groupes qui avaient maintenu des modes de vie traditionnels malgré la pression de l'assimilation. Elle avait publié des articles sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, sur les savoirs écologiques traditionnels, sur la relation entre les humains et les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Il y avait une citation d'un de ces articles, imprimée et incluse dans le dossier, le lien entre l'homme et le loup est antérieur à l'agriculture, antérieur à la civilisation telle que nous la connaissons. Dans cette relation ancienne réside une sagesse que nous avons oubliée dans notre course vers la modernité. Marie regarda de nouveau la sculpture en bois. Quelqu'un l'avait fabriquée avec grand soin, l'avait imprégnée d'une signification qui allait au-delà de la simple décoration. Et Monique l'avait portée, l'avait emportée dans ces montagnes, l'a portée quand elle a disparu. La lumière dans la maison forestière s'estompait. Elle avait lu plus longtemps qu'elle ne l'avait réalisé. Elle devait prendre une décision. Elle pouvait prendre le dossier, partir, signaler ce qu'elle avait trouvé aux autorités. Il lui faudrait un jour et demi pour atteindre le début du sentier, encore quelques heures pour se rendre au poste de garde. Le temps que quelqu'un puisse monter une enquête de suivi, la piste, quelle qu'elle soit, serait encore plus froide qu'elle ne l'était déjà. Où elle pouvait continuer. Le loup l'avait menée ici délibérément, s'était assuré qu'elle trouve ces informations. Il n'avait pas semblé menaçant ce matin. Il avait semblé être une invitation. Elle regarda une dernière fois la photographie de Monique Moreau. La femme la fixait à travers 3 décennies, ses yeux hantés détenant des secrets que Marie commençait seulement à deviner. « D'accord, dit-elle doucement. J'écoute. » Elle referma le dossier, mais le garda, le glissant dans son sac à dos à côté de la sculpture de loup. Puis elle fit une recherche plus approfondie de la maison, cherchant toute autre chose qui pourrait être pertinente. Dans l'arrière-salle, derrière une planche lâche qu'elle ne trouva que parce que Carrick n'arrêtait pas de la renifler, elle découvrit d'autres papiers. Des photocopies, endommagées par l'eau et délavées, mais toujours lisibles. Des pages arrachées d'un journal,
couvertes d'une écriture qui correspondait aux notes du dossier de Monique. Marie les porta à la fenêtre où la lumière était meilleure et commença à lire. Les entrées étaient datées de juillet à août 1993. Elle décrivait les recherches de Monique, sa méthodologie, ses découvertes. Mais à mesure que les dates avançaient, le ton changeait. Les observations anthropologiques cliniques laissaient place à quelque chose de plus personnel, de plus urgent. 28 juillet, trouver des preuves d'habitation semi-permanente dans la Haute-Vallée. Arrangement de pierre, foyer qui montre une utilisation à long terme. Pas contemporain, mais pas ancien non plus. Quelque chose entre les deux. 3 août, les loups ici se comportent différemment. La structure de la meute est stable au fil des ans. Mêmes individus, même territoire. Le mâle alpha montre une tolérance inhabituelle à la présence humaine, presque comme s'il y était habitué. 10 août, elle ne me parle pas encore, mais elle observe. Je la vois parfois à l'aube, à la lisière de la clairière. Elle est vieille, peut-être 70 ans. Comment survit-elle ici, seule? 15 août, son nom est Renarde. Elle dit que ça signifie renard dans une langue que je ne reconnais pas. Pas un dialecte local connu, quelque chose de plus ancien. Elle dit que son peuple est ici depuis plus longtemps que les arbres. Je pense qu'elle parle de sa lignée familiale spécifique, pas de sa tribu. Une lignée de veilleurs. 22 août, Renarde m'a donné ceci. Il y avait un croquis grossier de la sculpture de loup. Elle dit que cela me marque comme une amie de la meute. Dit que les loups savent à qui faire confiance. Je ne sais pas si je crois en ce genre de choses, mais je le porte quand même. Ça semble important. La dernière entrée était datée du 25 août, 3 jours avant que Monique ne soit portée disparue. 25 août, Renarde est mourante. Elle le sait. Elle dit que quelqu'un doit continuer la veille quand elle sera partie. Elle dit que les loups choisiront. Je ne comprends pas ce que cela signifie, mais je le sens dans mes os. Quelque chose est sur le point de changer. Quelque chose qui compte plus que mes recherches, plus que ma carrière. Demain, je déplace mon camp dans la Haute-Vallée. Si quelqu'un lit ceci, sachez que j'y suis allé volontairement. Sachez que j'ai choisi cela. L'entrée s'arrêtait là. Marie l'a lu 3 fois, essayant d'en comprendre le sens. Renarde, une femme vivant seule dans les montagnes, mourante, parlant de loup et de veille. Et Monique était allée la voir, avait déplacé son camp, avait apparemment choisi quelque chose. Choisi quoi? Dehors, le soleil se couchait, peignant la clairière de teintes dorées et ambrées. Marie devait bientôt établir son camp, manger et se reposer, mais elle se sentait poussée en avant, obligée de continuer à bouger. Le loup apparut alors, comme invoqué par ses pensées. Il se tenait à la lisière des arbres, rétroéclairé par le soleil couchant, attendant. Carrick se leva et se dirigea vers la porte, la regardant avec attente. Marie endossa son sac à dos, rangea soigneusement les pages du journal dans un sac étanche et suivit le loup plus profondément dans la nature sauvage. Ils marchèrent jusqu'à la nuit tombée, suivant le loup à travers un terrain qui devenait de plus en plus reculé. Les jambes de Marie lui faisaient mal et ses pieds la lançaient dans ses bottes, mais elle continua, confiante que le loup savait où il la menait. Carrick resta près d'elle, sa présence rassurante alors que la dernière lumière s'estompait du ciel. Quand le loup s'arrêta enfin, il se trouvait dans une petite clairière au bord d'un ruisseau que Marie ne reconnaissait pas. Elle pensait connaître chaque cours d'eau de cette région, mais celui-ci lui était nouveau. Étroit, rapide, chantant sur des pierres lisses dans l'obscurité. Le loup la regarda une fois, puis se fondit dans les arbres. Marie se retrouva seule avec Carrick, écoutant le ruisseau, le vent et sa propre respiration. « Eh bien, dit-elle au chien, je suppose que nous campons ici. » Elle monta sa tente à la lueur de sa lampe frontale, accomplissant les gestes familiers avec une efficacité lasse. Pas de feu ce soir. Elle était trop épuisée, et de plus, elle avait le sentiment qu'elle ne devait pas annoncer sa présence plus que nécessaire. Elle mangea un dîner froid de viande séchée et de mélange de randonnée, donna ses croquettes à Carrick et se glissa dans son sac de couchage dès que la tente fut sécurisée. Elle s'attendait à rester éveillée, à s'inquiéter des loups, des femmes disparues et des mystérieux veilleurs, mais l'épuisement la rattrapa immédiatement. Elle tomba dans le sommeil comme une pierre dans une eau profonde. Quand elle se réveilla, le soleil était déjà bien levé. Elle avait dormi plus tard que d'habitude, son corps exigeant le repos dont il avait besoin. Carrick était assis à l'entrée de la tente, alerte mais calme, et quand elle ouvrit la fermeture éclair, elle comprit pourquoi.
Le loup était de retour. Mais il n'était pas seul. 2 autres loups étaient assis dans la clairière avec lui, plus petits que l'alpha noir, mais toujours impressionnants. L'un était gris avec des marques blanches sur la poitrine, l'autre d'un brun marbré. Ils l'observaient avec la même attention intelligente que le loup noir, et aucun d'eux ne montrait le moindre signe d'agressivité. Marie sortit lentement de la tente, gardant ses mouvements fluides et non menaçants. Les loups ne réagirent pas. Carrick s'avança et, à l'étonnement de Marie, toucha le museau du loup gris. Les 2 animaux se regardèrent un long moment. Puis la queue de Carrick se mit à remuer. « Ça alors » murmura Marie. Elle prépara le petit déjeuner pendant que les loups observaient. C'était surréaliste, cuisiner des flocons d'avoine avec un public de prédateurs, mais ils semblaient se contenter d'observer. Quand elle eut fini de manger, le loup noir se leva et commença à remonter le ruisseau. Marie suivit. Ils marchèrent peut-être 5 kilomètres, grimpant régulièrement vers des terres plus hautes. La forêt changea au fur et à mesure de leur progression, les pins sylvestres laissant place à une forêt plus ancienne, des pins ponderosa massifs et des cèdres rouges de l'ouest qui devaient avoir plusieurs centaines d'années. Le sous-bois était différent aussi, luxuriant de fougères et de mousses, ombragé et frais même sous le soleil de septembre. Puis la vallée s'ouvrit devant elle, et Marie s'arrêta net. C'était la vallée cachée. Cet endroit, ceint de crêtes sur 3 côtés, accessible uniquement par l'étroit drainage du ruisseau qu'elle venait de gravir. Peut-être une centaine d'hectares de prairies et de forêts, vierges et intactes, avec le ruisseau qui les traversait en leur centre. Et au milieu de la prairie se dressait quelque chose qui lui coupa le souffle. Un cercle de pierres, d'énormes pierres de rivière disposées en un cercle parfait, d'environ 12 mètres de diamètre, avec une pierre centrale plus grande qui lui arrivait à la taille. Les pierres étaient couvertes de lichen et de mousse, clairement anciennes, mais l'agencement était trop délibéré pour être naturel. Le loup noir se dirigea directement vers le cercle et s'assit à côté de la pierre centrale, attendant. Marie s'approcha lentement, Carrick à ses côtés. En se rapprochant, elle put voir que la pierre centrale était sculptée. Le symbole du loup était là, proéminent sur la face de la pierre, mais il y avait aussi d'autres marques, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas, usés par le temps mais toujours visibles. Elle s'agenouilla à côté de la pierre, passant ses doigts sur les sculptures. Ce n'était pas récent. C'était ancien, vraiment ancien, antérieur à tout ce que les colons européens auraient pu construire. La technique de sculpture ressemblait à ce qu'elle avait vu dans les musées, des pétroglyphes de cultures indigènes, mais les symboles spécifiques lui étaient inconnus. En regardant plus attentivement la clairière, elle commença à remarquer d'autres signes de présence humaine à long terme. Des foyers, des pierres soigneusement disposées qui auraient pu être les fondations d'abris temporaires, des zones où le sol avait été usé par une utilisation répétée au fil des ans ou des décennies. Des gens avaient vécu ici, pas seulement de passage, mais y avaient réellement vécu pendant très longtemps. Et puis elle vit les tentes. 2, installées à l'extrémité de la clairière, près d'un bosquet de vieux cèdres. L'une était clairement vieille de plusieurs décennies, le tissu décoloré par le soleil et rapiécé, les piquets grisâtres et usés. L'autre semblait plus récente, peut-être de 10 ou 15 ans, montée avec l'efficacité d'une personne qui savait ce qu'elle faisait. Marie se dirigea vers elle, le cœur battant, les loups la suivirent mais gardèrent leur distance, la laissant s'approcher seule. La tente la plus ancienne d'abord. Elle ouvrit la fermeture éclair avec précaution et regarda à l'intérieur. Du matériel de camping soigneusement organisé malgré des années de détérioration. Un sac de couchage, ancien mais toujours fonctionnel, des ustensiles de cuisine, des livres, des guides de terrain, des journaux, des textes d'anthropologie et d'écologie, et dans un coin, protégé par un contenant étanche, d'autres papiers. Marie sortit le contenant et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un journal, sa couverture portant un nom, Monique Moreau. Elle le sortit et s'assit au soleil pour le lire. Le journal reprenait là où les pages photocopiées s'étaient arrêtées. Monique était venue dans cette vallée, avait rencontré Renard, avait appris l'existence du cercle de pierre et ce qu'il représentait. Les entrées étaient détaillées, écrites de la main soignée de quelqu'un qui savait que ses observations comptaient. 27 août 1993. Renard m'a tout montré aujourd'hui. Cette vallée est un refuge. Elle l'a été pendant des générations immémoriales. Son peuple s'est réfugié ici lorsque les soldats sont arrivés. Lorsque les réserves ont été établies, ils ont choisi de disparaître plutôt que de se soumettre. Une poignée de familles, peut-être 20 personnes, qui ont tourné le dos à l'histoire et se sont enfoncées dans ces montagnes.
Ils ont conclu un pacte avec la meute de loups qui vivait ici, une protection mutuelle. Les loups garderaient la vallée et les humains surveilleraient depuis les hauteurs les menaces qui approchaient. Ils ont construit des postes d'observation sur les crêtes, des endroits où l'on pouvait voir le danger arriver de loin. Au fil des générations, les familles ont diminué. Des gens sont morts, des enfants sont nés mais ont choisi de partir, de rejoindre le monde que leurs grands-parents avaient fui. Renarde est la dernière de sa lignée. Mais elle dit que la responsabilité transcende la lignée. Quelqu'un doit continuer la veille. Les loups ont besoin de quelqu'un pour être leurs yeux dans les hauteurs. Elle m'a demandé de rester. Elle est mourante. Un cancer du foie, pense-t-elle, bien qu'elle n'ait jamais vu de médecin. Il lui reste peut-être 1 an, peut-être moins. Elle a besoin de savoir que quelqu'un continuera la veille quand elle sera partie. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je connais déjà ma réponse. Ma carrière ne signifie rien comparé à cela. Mes publications, ma titularisation, tout cela n'est que du bruit. Ceci est réel. Ceci est important. Les entrées continuaient tout au long de l'automne et de l'hiver 1993. Monique était restée. Elle avait appris de Renarde comment survivre dans la nature à long terme, comment lire le comportement des loups, comment entretenir les postes d'observation. L'écriture montrait sa transformation d'observatrice académique à participante à part entière. 15 janvier 1994. Renarde est morte ce matin. Paisiblement dans son sommeil, comme elle le voulait. Les loups se sont rassemblés à l'aube, tous les 7, et ont hurlé pendant 1 heure. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Pas un deuil, exactement, plutôt une reconnaissance, comme s'ils disaient au revoir à quelqu'un qu'ils avaient connu toute leur vie. Je l'ai enterrée sur le belvédère de la crête où elle avait demandé à être déposée. Les loups ont observé tout le temps. Le mâle alpha, le grand noir que j'appelle Shadow, s'est avancé une fois que j'avais fini et a reniflé les pierres recouvrant sa tombe. Puis il m'a regardé, et je jure devant Dieu que j'ai vu de la compréhension dans ses yeux. Je suis seul maintenant, complètement seul, et je ne me suis jamais senti aussi utile de toute ma vie. Marie lut les années qui suivirent, 1994, 1995, 1996. Monique avait vécu ici, avait fait de cette vallée sa maison. Elle avait entretenu un petit jardin, avait chassé et pêché, avait tenu des notes méticuleuses sur le comportement de la meute de loups et l'écologie de la vallée. Elle avait été heureuse. Les dernières entrées dataient de 2023, 30 ans après le début du journal. 10 mai 2023. J'ai 72 ans aujourd'hui. Je suis ici depuis 30 ans, plus longtemps que Renarde, plus longtemps que quiconque avant elle qu'elle connaissait. La vallée a été bonne pour moi. Les loups ont été bons pour moi. J'ai vu naître et grandir 3 générations de louveteaux, j'ai vu la meute maintenir son territoire et sa raison d'être. Mais je vieillis. Mes mains tremblent maintenant, et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Je peux encore entretenir le camp, encore parcourir les postes d'observation, mais je ne sais pas combien d'années il me reste. Peut-être 5, peut-être 10 si j'ai de la chance. La question est la même que celle à laquelle Renarde a été confronté. Qui viendra après? Les loups continueront à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un. Shadow est vieux maintenant aussi. Il doit avoir 15 ans, un âge vénérable pour un loup. Mais sa lignée continue. Sa fille dirige la meute maintenant. Et son fils, le grand mâle noir qui ressemble tant à son grand-père, a commencé à me tester, à m'observer, essayant de comprendre si je suis encore capable. Je pense qu'il sait que je décline. Je pense qu'il cherche déjà mon remplaçant. La dernière entrée était datée d'août 2023, il y a à peine 2 ans. 30 août 2023. Je sais ce qui arrive. Mon corps me le dit d'une manière que je ne peux plus ignorer. Le cancer qui a emporté Renarde m'a trouvé aussi. Je le sens, même si je ne sais pas exactement où. Le foie peut-être, ou l'estomac. Est-ce que ça a de l'importance? J'ai écrit une lettre pour celui ou celle qui viendra après. Je l'ai scellée et laissée là où les loups s'assureront qu'elle soit trouvée. Si vous lisez ce journal, si vous avez suivi les loups jusqu'à cet endroit, alors vous savez déjà l'essentiel. La vallée a besoin d'un gardien. Les loups ont besoin d'yeux dans les hauteurs. Vous devrez choisir, tout comme je l'ai fait. Personne ne vous forcera. Mais sachez ceci, il y a un but ici. Il y a un sens. J'ai vécu 30 ans dans cette vallée, et ce furent les meilleures années de ma vie.
J'ai trouvé ce que je cherchais, même si je ne savais pas que je cherchais avant d'arriver. Faites confiance au loup. Faites-vous confiance. Et si vous choisissez de rester, bienvenue chez vous. Marie referma le journal avec des mains tremblantes. Monique n'avait pas disparu. Elle avait choisi cela. Elle avait vécu ici pendant 3 décennies, était probablement morte dans cette même tente, et avait tout arrangé pour la personne suivante. Et les loups étaient partis chercher. Ils avaient trouvé Marie. Elle regarda le loup noir, peut-être le petit-fils de Shadow, assis près du cercle de pierre et l'observant avec ses yeux intelligents. « Vous cherchez depuis 2 ans, dit-elle doucement, quelqu'un pour continuer la veille. » La queue du loup bougea légèrement. Pas tout à fait un battement, mais une reconnaissance. Carrick se pencha contre sa jambe, et Marie réalisa qu'elle pleurait. Pas de tristesse, mais de quelque chose de plus grand et de plus difficile à nommer. De la reconnaissance, peut-être, ou du soulagement. Elle avait passé 5 ans depuis la mort de Jean à sentir qu'elle avait perdu sa raison d'être. Et la voilà, qui l'attendait dans une vallée cachée, offerte par des loups qui avaient besoin d'yeux humains pour compléter leur pacte ancien. Mais elle n'avait pas encore décidé. Elle ne pouvait pas encore décider. C'était trop grand, trop étrange, trop éloigné de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. « J'ai besoin de temps, dit-elle au loup. J'ai besoin de réfléchir. » Le loup se leva, inclina légèrement la tête et retourna dans la forêt. Les 2 autres loups le suivirent, laissant Marie seule avec Carrick et un choix impossible. Marie passa le reste de la journée à explorer la vallée, essayant de comprendre ce qu'on lui demandait exactement d'accepter. La clairière cachée était plus grande qu'elle ne l'avait d'abord réalisé, au moins 120 hectares de prairies et de forêts, le tout entouré de crêtes abruptes qui la rendaient invisible de tout sentier ou point de vue. Quelqu'un pouvait vivre ici pendant des années sans jamais être trouvé, à moins de le vouloir. Elle en fit le tour, notant les caractéristiques naturelles, le ruisseau qui fournissait de l'eau fraîche toute l'année, la prairie qui pouvait supporter un jardin, les bosquets de bois qui offraient abri et bois de chauffage. Sur la crête, elle trouva ce que le journal de Monique avait mentionné, un poste d'observation, soigneusement construit avec des pierres locales et positionné pour donner une vue dégagée sur les approches de la vallée. Debout là, regardant des kilomètres de nature sauvage ininterrompue, Marie sentit quelque chose se mettre en place. C'était ce qu'elle avait fait depuis sa tour de guet pendant 30 ans, regarder, attendre, protéger. Juste à une échelle différente, pour des raisons différentes. Elle trouva 2 autres postes d'observation au cours de l'après-midi, chacun positionné pour couvrir une approche différente de la vallée. Ils étaient anciens, la maçonnerie usée et couverte de mousse, mais solide. Ils avaient été entretenus récemment. Le travail de Monique, vraisemblablement, continuait jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire les ascensions. Au coucher du soleil, Marie retourna au cercle de pierre. La 2e tente, la plus récente, devait être explorée. Elle l'avait évitée, réalisa-t-elle, parce que l'ouvrir rendrait tout plus réel. À l'intérieur, elle trouva d'autres preuves d'habitation récente. Le sac de couchage était de bonne qualité, moderne. Le réchaud de camping était un modèle d'il y a peut-être 5 ans, et il y avait des provisions, des conserves, des haricots secs, du riz, du café. Assez pour plusieurs mois, si on les rationnait soigneusement. Mais ce qui attira son attention fut la boîte en bois dans le coin, scellée à la cire pour la protéger de l'humidité. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre, comme le journal de Monique l'avait promis. L'enveloppe était adressée simplement à celle qui suit le loup. Les mains de Marie tremblaient en l'ouvrant. « Chère amie », commençait-elle, d'une écriture qui correspondait à celle du journal. « Si vous lisez ceci, c'est que la lignée de Shadow vous a trouvé, et que vous les avez suivis jusqu'ici. Cela signifie quelque chose. Les loups ne choisissent pas au hasard. Ils ne l'ont jamais fait. Ils recherchent certaines qualités, certaines manières d'être au monde. La patience, la vigilance, la capacité d'être seul sans être solitaire. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous avez passé du temps dans des endroits sauvages. Je sais que vous comprenez ce que signifie regarder et attendre. Et je sais que vous avez atteint un point dans votre vie où vous cherchez quelque chose, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. J'ai trouvé ce quelque chose ici. J'ai trouvé un but, un sens, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi. Pendant 30 ans, j'ai assuré la veille que Renard assurait avant moi, que d'autres assuraient avant elle, remontant sur des générations. J'ai protégé cette vallée et la meute qu'il appelle sa maison.
Et j'ai été heureuse, vraiment, profondément heureuse d'une manière que je ne l'ai jamais été dans mon ancienne vie. Mais je suis partie maintenant. Le cancer que je suspectais dans ma dernière entrée de journal m'a emporté environ 1 an après cette écriture. J'ai eu le temps de me préparer, le temps de m'assurer que tout était prêt pour la personne suivante. Les loups étaient avec moi à la fin, ce qui est tout ce que j'aurais pu demander. Vous avez un choix à faire, et il doit être le vôtre seul. Personne ne vous forcera à rester. Personne ne vous jugera si vous partez. Mais si vous choisissez d'accepter cette garde, voici ce que cela signifie. La vallée a besoin de protection. Pas contre les animaux, ils se débrouillent, mais contre les gens, les braconniers, les promoteurs, quiconque exploiterait ou détruirait cet endroit. Votre travail est de surveiller, d'avertir la meute d'un danger imminent et d'intervenir lorsque nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de rester toute l'année. Renard m'a dit que les premiers gardiens passaient la belle saison ici et l'hiver avec leur famille. Cet équilibre est important. Cet appel ne devrait pas vous couper entièrement du monde. Les loups vous apprendront ce que vous devez savoir. Ils vous montreront leurs habitudes, leur territoire, leurs moyens de communication. Faites-leur confiance. Ils font ça depuis plus longtemps que n'importe quel humain ne peut s'en souvenir. Il y a un chalet forestier de l'autre côté de la vallée, caché dans le bosquet de cèdres. Je l'ai construit moi-même au fil des ans. Rien d'extraordinaire, mais solide et sec. Vous y trouverez des journaux des gardiens précédents, remontant à plus d'un siècle. Lisez-les, apprenez d'eux, ajoutez votre propre histoire au leur. Si vous choisissez cela, vous rejoindrez quelque chose d'ancien et d'important. Vous ferez partie d'une chaîne de veilleurs qui remonte au-delà de l'histoire enregistrée. Ce n'est pas une petite chose. Mais si vous choisissez de partir, c'est bien aussi. Les loups continueront à chercher. Ils sont patients. Ils trouveront quelqu'un d'autre éventuellement. Quoi qu'il en soit, merci de les avoir suivis jusqu'ici. Merci d'avoir été ouverte à quelque chose d'étrange et de merveilleux. Et merci d'avoir lu les divagations d'une vieille femme. La vallée attend. Les loups attendent. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Avec espoir et gratitude, Monique Moreau. Marie lut la lettre 3 fois, puis la plia soigneusement et la remit dans sa boîte. Son esprit tourbillonnait de questions, d'objections, de préoccupations pratiques. Elle avait 62 ans. Ses enfants avaient besoin d'elle, ou pensaient qu'ils en avaient besoin. Elle avait un appartement, des responsabilités, une vie. Mais en avait-elle vraiment une? Sandrine et Nicolas étaient occupés avec leur propre famille, leur propre carrière. Ils l'appelaient une fois par semaine par devoir plus que par besoin. Ses petits-enfants étaient maintenant des adolescents, plus intéressés par leur téléphone que par les histoires de leur grand-mère. L'appartement n'était qu'un endroit pour entreposer des affaires et récupérer du courrier. Sa vie, telle qu'elle était, consistait à attendre la prochaine randonnée, la prochaine chance de se sentir elle-même. Et voilà que quelqu'un lui offrait exactement ce dont elle avait rêvé sans le savoir, un but, un sens, une raison de se réveiller chaque matin qui allait au-delà de remplir les heures jusqu'au sommeil. Mais pouvait-elle vraiment faire ça? Vivre dans la nature pendant des mois, coupée de la civilisation, responsable de la protection de quelque chose que la plupart des gens ne savaient même pas exister? Elle se dirigea vers le cercle de pierre et s'assit, le dos contre la pierre centrale. Carrick s'installa à côté d'elle, posant sa tête sur ses genoux. Le soleil se couchait maintenant, peignant la vallée de teintes dorées et ambrées. Une paire de faucons tournoyait au-dessus d'eux, profitant des courants thermiques. Le ruisseau chantait sa chanson constante. Le loup noir émergea de la lisière des arbres, suivi de 4 autres. Ils s'arrangèrent en un demi-cercle lâche autour de la pierre, l'observant mais lui laissant de l'espace. Pas menaçant, juste présent, attendant sa décision. « J'ai eu un mari une fois », leur dit-elle, sa voix portant à travers la clairière. Il s'appelait Jean Mercier. Il est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque, soudaine, sans avertissement. Il était garde forestier, a passé toute sa vie dans ces montagnes. Il aurait adoré cet endroit, l'aurait compris immédiatement. Les loups écoutaient, les oreilles dressées, leur attention complète. Avant de mourir, il m'a dit que j'étais né pour veiller sur les choses. Il disait que c'était dans mes os, comme la musique l'est dans les os de certaines personnes ou les mathématiques dans ceux d'autres. Il disait que j'avais un don pour voir les schémas, pour remarquer quand quelque chose n'allait pas avant tout le monde. C'est pour ça que j'étais doué pour le travail de guetteuse.
Je pouvais lire les montagnes. Carrick gémit doucement et elle lui caressa la tête. Mais après sa mort, je ne savais plus sur quoi je veillais. L'Office des forêts m'a mise à la retraite, m'a offert une fête et une plaque, et tout d'un coup, j'étais censé en avoir fini. Censé être heureuse de vivre dans un appartement, de me trouver des passe-temps et d'attendre la visite des petits-enfants. Elle regarda le loup noir. Vous savez que ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Vous m'avez observé, testé. Vous saviez avant moi que j'avais besoin de ça. La queue du loup bougea légèrement. Cette même quasi-reconnaissance qu'elle avait vue auparavant. J'ai peur, admit-elle. J'ai 62 ans, et vous me demandez de vivre dans la nature et de protéger une vallée contre des menaces que je ne peux même pas encore imaginer. C'est insensé. Ce n'est pas ce que les gens normaux font à mon âge. Mais même en le disant, elle connaissait la vérité. Elle n'avait jamais été normale. Elle avait passé 30 ans seule au sommet d'une montagne, avait épousé un homme qui comprenait qu'elle avait besoin d'espace pour respirer, avait été la plus heureuse lorsqu'elle veillait sur quelque chose de plus grand qu'elle. C'était pour cela qu'elle s'était préparée toute sa vie. Elle ne le savait juste pas jusqu'à maintenant. Je dois voir le chalet, dit-elle. Je dois lire ses journaux. Et puis j'ai besoin d'une nuit pour y réfléchir. Pouvez-vous me donner ça? Le loup noir se leva, se tourna et commença à marcher vers le bosquet de cèdres de l'autre côté de la vallée. Les autres loups le suivirent, et Carrick se leva avec attente. Marie endossa son sac à dos et les suivit vers ce qui l'attendait. Le chalet forestier était exactement là où la lettre de Monique l'avait indiqué, niché dans un bosquet de cèdres rouges de l'Ouest ancien, invisible jusqu'à ce qu'on soit presque dessus. Il était petit, peut-être 4 mètres sur 5, mais magnifiquement construit avec des rondins taillés à la main, calfeutrés de mousse et d'argile. Le toit était en bardeaux de cèdre, gris argenté par les intempéries, et une cheminée en pierre s'élevait à une extrémité. Marie poussa la porte et entra. L'intérieur était simple, mais aménagé avec soin. Un lit étroit avec un vrai matelas, elle n'avait aucune idée de comment Monique l'avait fait monter ici. Un poêle à bois pour le chauffage et la cuisine. Des étagères garnies de provisions et de livres, une petite table avec 2 chaises, et une fenêtre qui donnait sur la vallée. Le sol était en terre battue, balayé, et tout l'espace sentait le cèdre et la fumée de bois. Mais ce qui attira son attention, ce furent les journaux. Il garnissait une étagère entière, peut-être 30 ou 40 volumes, reliés en cuir et soigneusement étiquetés avec des dates. Le plus ancien était marqué, 1897 à 1902. Le plus récent était celui de Monique, daté de 2023. Entre eux s'étendait plus d'un siècle de garde, consigné d'une écriture soignée par des personnes dont elle ne connaissait pas les noms. Marie prit le plus vieux journal et l'ouvrit avec précaution. Mon nom est Émile Durand, commençait-il. J'ai 43 ans, trappeur de métier, et je vis dans cette vallée depuis 5 ans maintenant. J'écris ce récit pour que celui qui viendra après moi comprenne ce que je ne pouvais pas comprendre à mon arrivée, que certaines responsabilités nous choisissent, et non l'inverse. Elle lut à la lueur d'une lampe alors que l'obscurité tombait dehors. L'histoire d'Émile était similaire à celle de Monique à bien des égards. Il suivait ses lignes de piégeage lorsqu'il avait rencontré les loups, avait été conduit à la vallée, avait rencontré une vieille femme nommée Lune d'Argent qui était mourante et avait besoin de quelqu'un pour continuer la veille. Lune d'Argent m'a dit que son peuple était ici depuis plus de générations qu'elle ne pouvait en compter, écrivait Émile. Ils s'appelaient les gardiens, bien qu'elle ait dit que c'était une traduction approximative. Leur but était simple, veiller sur les lieux sacrés, les protéger de ceux qui voudraient les détruire, et maintenir les anciens pactes avec les nations animales. La meute de loups était leur plus proche allié. Les loups gardaient la vallée elle-même, tandis que les humains surveillaient depuis les hauteurs, avertissant du danger approchant de loin. C'était un partenariat, dit-elle, aussi vieux que les montagnes elles-mêmes. Elle m'a demandé de rester, et j'ai accepté. C'était il y a 5 ans. J'ai gardé la veille depuis, et je n'ai jamais regretté mon choix. Cette vallée m'a apporté plus de paix que je n'en ai jamais trouvé dans la civilisation. Marie sauta des passages dans les journaux d'Émile, lisant sur sa vie quotidienne, la chasse et la pêche, l'entretien des postes d'observation, l'apprentissage du langage des loups, fait de hurlements et de postures corporelles. Il avait vécu ici pendant 32 ans avant que sa dernière entrée, datée de 1929, n'explique qu'il était malade et savait que son temps était compté. Les loups ont trouvé quelqu'un, écrivait-il d'une main tremblante. Une femme qui a fui un mari violent est venue dans ces montagnes pour s'échapper ou mourir. La meute l'a conduite ici il y a 3 jours.
Elle s'appelle Jeanne Leroux, elle est jeune, forte et effrayée. Mais je vois quelque chose dans ses yeux. La même chose que Lune d'Argent a dû voir en moi. La capacité de veiller, le besoin d'un but. Je lui ai tout dit. Demain, je lui montrerai les postes d'observation et alors mon travail sera terminé. La chaîne continue. La veille continue. Marie prit ensuite le journal de Jeanne. L'écriture était plus tremblante au début, moins assurée, mais elle se raffermit au fil des ans. Jeanne avait gardé la veille pendant 41 ans, de 1929 à 1970, et ses entrées montraient le même schéma, une incertitude initiale laissant place à un engagement profond et à une satisfaction. Il y en avait d'autres aussi. Michel Bertrand, qui avait été garde forestier avant de trouver la vallée en 1970. Sophie Laurent, qui avait été biologiste de la faune et était arrivée en 1988. Chaque gardien était resté pendant des décennies, avait trouvé un sens et un but dans cette étrange vocation, et avait soigneusement préparé la voie pour le suivant. Et maintenant, c'était son tour. Marie Dubois, 62 ans, guetteuse à la retraite, veuve, mère, grand-mère, à qui l'on demandait de rejoindre une chaîne de veilleurs qui remontait à plus d'un siècle. Elle rangea les journaux avec soin et sortit. La nuit était claire, les étoiles brillant de mille feux comme elles ne le font que dans la vraie nature. Les loups étaient proches. Elle pouvait les entendre bouger dans les sous-bois, s'installer pour la nuit. Carrick se tenait à côté d'elle, la regardant comme pour lire ses pensées. « Qu'en penses-tu, mon grand » lui demanda-t-elle. « Sommes-nous fous de même envisager ça » La queue de Carrick remua une fois, lentement. Il se dirigea vers la porte du chalet et la regarda avec attente. Prêt à entrer, prêt à s'installer, prêt à rester. « Tu as déjà décidé, n'est-ce pas » Elle lui gratta les oreilles. « Tu le savais avant moi. C'est pour ça que tu t'es si vite lié d'amitié avec ce loup. Tu as compris de quoi il s'agissait. » Elle pensa à Jean, se permit vraiment de se souvenir de lui. Pas de sa perte, pas du deuil, mais de l'homme lui-même, son rire, ses mains, la façon dont il avait compris son besoin de solitude sans le prendre personnellement. Il avait toujours dit qu'elle était destinée à quelque chose d'inhabituel, que son talent pour observer et attendre était trop spécifique pour être un accident. S'il était là maintenant, que dirait-il? Elle connut la réponse immédiatement. Il lui dirait de faire confiance à son instinct. Il lui dirait que des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas souvent, que la plupart des gens passaient leur vie entière à chercher le genre de but qu'on lui offrait en ce moment. Il lui dirait d'arrêter de trop réfléchir et de commencer à ressentir. Et quand elle fit ça, quand elle cessa d'énumérer les objections et se contenta de ressentir, la réponse fut claire. Elle voulait ça. Elle le voulait avec une intensité qui la surprit. La vallée, les loups, les postes d'observation, le chalet, tout cela appelait quelque chose de profond en elle. C'était juste. C'était vers cela qu'elle s'était dirigée toute sa vie sans le savoir. Mais il y avait des préoccupations pratiques. Ses enfants, ses responsabilités, sa vie en dehors de ces montagnes. Elle ne pouvait pas simplement disparaître comme Monique l'avait fait. Ce ne serait pas juste pour Sandrine et Nicolas. Ce ne serait pas bien. Elle devrait trouver un équilibre. La lettre de Monique l'avait mentionné. Les premiers gardiens passaient la belle saison dans la vallée et l'hiver avec leur famille. Elle pouvait faire ça. D'avril à octobre ici, de novembre à mars avec ses enfants et petits-enfants. Ils s'inquiéteraient au début, mais ils s'adapteraient. Et elle serait honnête avec eux, ou aussi honnête que possible sans paraître complètement folle. Elle leur dirait qu'elle avait trouvé un poste saisonnier de gardienne bénévole d'un espace naturel. Ce n'était même pas vraiment un mensonge. Il manquait juste quelques détails cruciaux sur les loups, les pactes anciens et les cercles de pierre. Ils n'avaient pas besoin de tout savoir. Ils avaient juste besoin de savoir qu'elle allait bien, qu'elle avait trouvé quelque chose de significatif à faire de sa retraite. Le loup noir apparut à la lisière de la clairière, l'observant. Elle croisa son regard et le soutint. « Je dois retourner, lui dit-elle. Jusqu'à ma 2CV, retourner à la civilisation pour quelques jours. Je dois régler des choses, parler à mes enfants, prendre plus de provisions. Mais je reviendrai. Je choisis cela. Je choisis la veille. » La queue du loup bougea. Définitivement un battement cette fois. Lent et délibéré. Compréhensif. « Donnez-moi une semaine, dit-elle. Je serai de retour dans une semaine,
et alors je resterai jusqu'en octobre. J'apprendrai ce que vous devez m'apprendre, et en avril prochain, je reviendrai pour toute la saison. Le loup inclina la tête, ce même geste de reconnaissance qu'elle avait vu auparavant, et disparut dans l'obscurité. Marie leva les yeux vers les étoiles, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant la mort de Jean. Pas seulement la paix, mais un but, une direction, une raison de se réveiller demain qui allait au-delà de simplement passer une autre journée. Elle avait 62 ans, et elle était sur le point de devenir la gardienne d'une vallée cachée et la partenaire d'une meute de loups. C'était insensé. C'était parfait. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle entra dans le chalet, s'allongea sur le lit, qui était étonnamment confortable, et s'endormit immédiatement. Carrick se coucha sur le sol à côté d'elle. Pour la première fois en 5 ans, elle ne rêva pas de la mort de Jean. Elle rêva de postes d'observation, de hurlements de loups et de montagnes à perte de vue. Le matin arriva avec le son des loups hurlants, un chœur qui résonna à travers la vallée et semblait célébrer quelque chose que Marie ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle se réveilla plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Son corps était détendu d'une manière qui n'avait rien à voir avec le confort du lit et tout à voir avec la décision qu'elle avait prise. Elle passa la matinée à explorer la vallée une dernière fois, mémorisant ses caractéristiques, comprenant ce qu'elle allait protéger, le cercle de pierre, les postes d'observation, le ruisseau à l'eau claire et froide, la prairie où les fleurs sauvages fleurissaient encore malgré la fin de la saison. C'était beau d'une manière qui allait au-delà de la simple esthétique. L'endroit avait une présence, un poids, une signification qu'elle pouvait sentir, mais pas tout à fait articuler. Vers midi, alors qu'elle se préparait à retourner à son campement initial puis à sa voiture, elle remarqua quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. Près de la tente de Monique, partiellement cachée par les hautes herbes, se trouvait un petit cairn de pierre. Marie s'approcha lentement, reconnaissant ce que c'était, une pierre tombale. Les pierres étaient soigneusement disposées, et quelqu'un avait gravé des mots sur un morceau de bois plat et l'avait placé à la base du cairn, protégé par une couche de résine transparente. Monique Moreau, 1946 à 2023. Elle a gardé la veille. Donc, Monique était morte ici, comme son journal le suggérait, et quelqu'un l'avait enterrée. Les loups? Cela semblait impossible. Mais encore une fois, tout dans cette situation semblait impossible. Peut-être qu'un autre randonneur était tombé sur son corps et avait fait ce qu'il fallait par respect. Ou peut-être. Ses pensées furent interrompues par un son qui n'avait rien à faire là. Distant, mais distinct, la détonation d'un coup de fusil résonnant à travers les crêtes depuis quelque part au nord de la vallée. Le sang de Marie se glaça. Les coups de feu n'étaient pas rares dans la nature pendant la saison de la chasse, mais celui-ci était déplacé. Trop près de la vallée, trop près des endroits cachés qui avaient besoin de protection. Les loups se matérialisèrent autour d'elle, se déplaçant rapidement et silencieusement, leur langage corporel complètement changé par rapport à la surveillance calme qu'elle avait observée auparavant. Ils étaient agités, alarmés, et l'alpha noir fixait la crête nord, les oreilles plaquées contre son crâne. Un autre coup. Plus proche cette fois. Puis des voix. Masculines, rudes, portées par l'air fin de la montagne. Marie attrapa son sac et se dirigea rapidement vers le poste d'observation nord, les loups la suivant. Carrick resta près d'elle, non plus le compagnon amical, mais alerte et prêt. Quand elle atteignit le point de vue, elle sortit ses jumelles et balaya l'approche de la vallée. 3 hommes, à peut-être 1 kilomètre, se déplaçant à travers la forêt avec des fusils et de lourds sacs. Alors qu'elle observait, l'un d'eux s'arrêta pour examiner quelque chose au sol. Des traces, probablement des traces de loup. C'étaient des chasseurs. Non, pire. Les braconniers. Les vrais chasseurs n'opéraient pas comme ça, ne se déplaçaient pas avec cette sorte d'intensité concentrée vers une cible spécifique. Ces hommes suivaient la meute de loups délibérément, les suivant vers leur tanière, vers la vallée. L'esprit de Marie s'emballa. Elle avait pris sa décision de devenir gardienne moins de 12 heures auparavant, et déjà elle était mise à l'épreuve. Que devait-elle faire? Elle n'avait aucune autorité ici, aucun statut légal pour empêcher quiconque de faire quoi que ce soit. Elle n'était qu'une guetteuse à la retraite avec un chien et un sac plein de matériel de camping. Mais elle avait promis. Elle avait dit au loup qu'elle garderait la veille, qu'elle protégerait la vallée et la meute qui l'appelait sa maison. Les hommes se rapprochaient. L'un d'eux s'arrêta de nouveau, pointant vers le drainage du ruisseau, le même chemin que Marie avait utilisé pour entrer dans la vallée. Ils avaient trouvé la piste. Dans une autre heure,
peut-être moins, il découvrirait l'entrée cachée. Elle sortit son sifflet d'urgence, celui qu'on pouvait entendre à des kilomètres, et souffla 3 coups brefs, le signal universel de détresse. Peut-être y avait-il d'autres randonneurs dans la région. Peut-être un garde en patrouille. C'était peu probable, mais elle devait essayer. Les hommes l'entendirent. Elle les vit s'arrêter, discuter brièvement, puis continuer leur progression avec une prudence renouvelée. Ils savaient maintenant que quelqu'un d'autre était dans la région, mais ils n'étaient pas dissuadés. Marie regarda les loups. L'alpha noir l'observait, attendant de voir ce qu'elle allait faire. C'était le moment, le vrai choix, pas la décision philosophique qu'elle avait prise la nuit dernière dans le confort du chalet. C'était immédiat, dangereux et entièrement réel. Elle pouvait partir, prendre le chemin de l'arrière, signaler cela aux autorités une fois revenue à la civilisation. Le temps que quelqu'un réponde, les braconniers seraient partis depuis longtemps. Ils pourraient trouver la vallée, ou pas. Les loups survivraient. Ils étaient des survivants par nature. Où elle pouvait rester, se positionner entre les braconniers et la vallée, utiliser sa présence comme une barrière, et espérer que cela suffise. La voix de Jean résonna dans sa mémoire, quelque chose qu'il lui avait dit des années auparavant après qu'elle eut confronté un campeur négligent qui laissait des déchets partout. Les gens respectent l'autorité, Marie. Même quand tu n'as aucune autorité officielle, si tu agis comme si tu en avais, la plupart d'entre eux reculeront. Elle prit sa décision. Restez ici, dit-elle à Carrick et au loup. Laissez-moi essayer à ma manière d'abord. Elle descendit du poste d'observation vers le drainage du ruisseau, se positionnant au point le plus étroit de l'approche, un endroit où quiconque essayant d'atteindre la vallée devrait passer directement à côté d'elle. Elle planta ses bâtons de randonnée dans le sol, endossa son sac à dos et attendit. Les hommes apparurent 20 minutes plus tard. 3, comme elle les avait comptés d'en haut. La trentaine ou le début de la quarantaine, portant un équipement de chasse coûteux, des fusils qui valaient probablement plus que sa Citroën 2CV. Ils s'arrêtèrent en la voyant, surpris de rencontrer quelqu'un si loin dans l'arrière-pays. « Bonjour », dit l'homme en tête. Il avait un sourire prudent, du genre qui n'atteint pas les yeux. On ne s'attendait pas à voir quelqu'un par ici. « Bonjour », répondit Marie, gardant sa voix stable et autoritaire. Cette zone est fermée à la chasse. Vous devez faire demi-tour. Le sourire de l'homme vacilla. On ne chasse pas, on randonne. Route panoramique. Avec des fusils et 3 jours de matériel, Marie haussa un sourcil. J'ai passé 30 ans à l'Office national des forêts. Je sais à quoi ressemblent des groupes de chasseurs. C'était en grande partie vrai. Elle avait travaillé pour l'ONF, mais pas en tant que garde avec autorité de police. Mais ces hommes n'avaient pas besoin de connaître les spécificités de sa description de poste. Écoutez, madame, dit le deuxième homme, son ton moins amical. On ne dérange personne. On ne fait que passer. Pas par ici. Vous ne passez pas. Marie ne bougea pas de sa position, bloquant le sentier. Il y a une zone de tanière de loups plus loin. Espèce protégée. Si on vous trouve dans cette zone avec des armes, ce sont des poursuites pénales. C'était aussi en grande partie vrai, bien qu'elle n'ait aucune idée si les loups avaient effectivement une tanière dans la vallée en ce moment. Mais la menace était assez réelle. Tuer des loups pouvait en effet entraîner des poursuites, et ces hommes le savaient. Le troisième homme, qui était resté silencieux jusqu'à présent, l'étudia attentivement. Vous êtes seul ici. Pas de radio, pas de renfort. Vous n'êtes plus garde, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'une retraitée qui essaie de jouer les héroïnes. Le cœur de Marie battait la chamade, mais elle garda son visage calme. Vous avez raison. Je suis à la retraite. Mais j'ai toujours ma carte de l'ONF. Et j'ai déjà photographié vos visages et votre véhicule. Bluff total. Elle n'avait pas vu leur véhicule. Les gardes savent que je suis ici, et ils savent que je m'inquiétais de l'activité de braconnage dans ce secteur. Quand je signalerai votre présence ici avec des armes, ils enquêteront. Vous voulez ce genre d'attention? Les hommes échangèrent des regards. Le premier, le chef, calculait les probabilités, essayant de décider si elle bluffait. Marie poussa son avantage. Vous êtes venu ici en suivant les loups. Je le sais. Vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette meute fait partie d'une étude de la faune en cours. Ils sont marqués, surveillés,
et valent plus pour les chercheurs vivants qu'ils ne le seront jamais pour vous comme trophée. Tuez-en un et vous aurez toutes les organisations de protection de la nature de la région sur le dos. Autre bluff, mais un bon. Les hommes bougèrent mal à l'aise. On n'allait rien tuer, dit finalement le chef. On voulait juste les voir de près. Des photos, peut-être. Avec des fusils de haute puissance. Marie ne prit pas la peine de cacher son scepticisme. Bien sûr. Eh bien, vous en avez assez vu. Il est temps de repartir par où vous êtes venu. Le deuxième homme fit un pas en avant, essayant de l'intimider par sa taille. Et si on ne le fait pas? C'était le moment crucial. S'il démasquait son bluff, s'il décidait de la bousculer, elle n'avait aucun moyen réel de les arrêter. Elle était une femme âgée avec un bâton de randonnée contre 3 hommes armés. Mais elle avait appris quelque chose en 30 ans de travail de guetteuse. La plupart des gens, confrontés à une certitude absolue, reculeront. Le doute est ce qui les enhardit. La certitude est ce qui les arrête. Alors je documente tout, dit-elle calmement, rencontrant les yeux de l'homme sans ciller. Et quand les gardes enquêteront, et ils enquêteront, vous expliquerez pourquoi vous avez menacé un agent fédéral dans l'exercice de ses fonctions. C'est une agression. C'est un crime. C'est la prison. Votre ego vaut-il cela? Le bluff sur le fait d'être un agent fédéral était risqué, mais elle le livra avec une confiance totale, et c'est ce qui comptait. Le chef posa une main sur le bras de son compagnon. Allez. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a d'autres zones, d'autres meutes. Mais. J'ai dit, allez. Sa voix était ferme maintenant, la voix de quelqu'un qui limite ses pertes. Les 3 hommes se tournèrent et commencèrent à redescendre le sentier. Marie resta sur ses positions, les regardant partir, ne bougeant pas jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue. Même alors, elle attendit encore 10 minutes, s'assurant qu'ils ne faisaient pas demi-tour. Ce n'est que lorsqu'elle fut certaine qu'ils étaient vraiment partis qu'elle se laissa tomber contre un arbre, ses jambes soudainement faibles à cause de l'adrénaline relâchée. Le loup noir apparut à côté d'elle, se déplaçant si silencieusement qu'elle ne l'avait pas entendu approcher. Il s'assit et la regarda, et elle aurait juré qu'il y avait de l'approbation dans ses yeux. C'était terrifiant, lui dit-elle. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Mais même en le disant, elle savait que c'était un mensonge. Elle avait fait exactement ce genre de choses des dizaines de fois depuis sa tour de guet, signaler des menaces, protéger la forêt de la négligence et de la cupidité, se tenir entre ce qui était précieux et ce qui était dangereux. C'était juste le même travail, à une échelle différente. Elle se releva, ses jambes plus stables maintenant, et regarda vers la vallée cachée au-delà des arbres. Je dois mieux apprendre les postes d'observation, dit-elle. Je dois comprendre toutes les approches, tous les points vulnérables. Si ces hommes reviennent, ou si d'autres viennent, je dois les voir avant qu'ils ne me voient. Le loup se leva et commença à retourner vers la vallée. Marie et Carrick suivirent. La veille avait vraiment commencé. De là passa les 3 jours suivants à étudier les défenses de la vallée avec l'intensité de quelqu'un qui planifie une campagne militaire. Le loup noir, qu'elle avait commencé à appeler Shadow d'après le nom que Monique avait donné à son grand-père, la conduisit à chaque poste d'observation, chaque point de vue, chaque approche que quelqu'un pourrait utiliser pour atteindre la clairière cachée. Elle découvrit qu'il y avait 5 points d'entrée principaux. Le drainage du ruisseau qu'elle avait utilisé était le plus évident, mais il y avait aussi 2 routes de crête depuis le nord et l'est, et 2 approches plus difficiles à travers des canyons étroits sur les côtés sud et ouest. Chacun avait ses avantages et ses vulnérabilités, et de là les cartographia tous dans son carnet, utilisant les connaissances topographiques qu'elle avait accumulées pendant 3 décennies. Les postes d'observation étaient positionnés pour couvrir toutes les approches, et elle comprenait maintenant pourquoi ils avaient été construits là où ils étaient. De chaque plateforme de pierre, on pouvait voir à des kilomètres, repérer un mouvement bien avant que quiconque n'atteigne la vallée elle-même. Les premiers gardiens avaient choisi leur position avec une précision militaire. Mais elle réalisa aussi à quel point une seule personne était vulnérable. Monique y était parvenue, mais Monique avait été plus jeune, plus forte et avait des décennies d'expérience. De là avait 62 ans, se remettait de la confrontation avec les braconniers et essayait de condenser des années d'apprentissage en quelques jours. Les loups l'aidèrent. Shadow resta près d'elle, et peu à peu, le reste de la meute, 7 au total, commença à la traiter comme faisant partie de leur groupe. Ils apparaissaient lorsqu'elle était au poste d'observation, l'alertaient des sons ou des mouvements qu'elle avait manqués,
se positionnait stratégiquement lorsqu'elle se trouvait à des points vulnérables. Carrick s'intégra parfaitement à la meute. Elle le regarda courir avec les jeunes loups, le vit communiquer par des postures et de petits sons qu'elle commençait seulement à comprendre. Il était plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu, comme s'il avait enfin trouvé le but que le programme de recherche et de sauvetage avait essayé et échoué à lui donner. Le 4e jour, Della retourna à son campement initial pour récupérer le reste de son équipement et commencer le voyage de retour vers sa voiture. Elle devait retourner à la civilisation, mettre en branle les choses pour sa nouvelle vie. Mais quitter la vallée lui semblait mal, comme abandonner un poste. Shadow l'accompagna jusqu'au bord de la vallée, puis s'arrêta et la regarda continuer à descendre la montagne. Son message était clair. C'était temporaire. Elle reviendrait. La randonnée de retour lui prit 1 jour et demi, et à chaque kilomètre, le monde moderne lui semblait plus étranger. Lorsqu'elle atteignit enfin sa Citroën 2CV au départ du sentier, la vue de celle-ci, métal et verre et essence, lui parut discordante après des jours de pierre, de bois et d'eau. Elle conduisit jusqu'à sa petite ville en Auvergne dans un état second, son esprit toujours dans la vallée, traitant encore tout ce qui s'était passé. L'appartement lui parut claustrophobe lorsqu'elle ouvrit la porte, les murs trop proches, l'air trop vicié. Elle prit une douche, mangea de la vraie nourriture, un croissant, une baguette, et un bon verre de vin puis appela Sandrine. « Maman, enfin. Je me suis inquiété. Tu n'as pas appelé quand tu es rentrée de ton dernier voyage. Je sais, ma chérie. Je suis désolé. J'ai beaucoup réfléchi. » Della prit une profonde inspiration. On m'a offert un poste. Gardienne bénévole pour un projet de conservation privée dans le Massif central. Travail saisonnier, d'avril à octobre. Vivre sur place, surveiller la faune, entretenir les sentiers, ce genre de choses. Il y eut une longue pause. Maman, tu as 62 ans. Vivre seule dans la nature pendant 6 mois. Est-ce vraiment prudent? J'ai fait exactement ça pendant 30 ans, Sandrine. C'est juste que maintenant, c'est officiel. Mais c'était ton travail. Tu avais du soutien, des communications, de l'équipement, des contrôles réguliers. Ça ressembla. Je ne sais pas, comme si tu fuyais quelque chose. Della ferma les yeux. Peut-être que je fuis. Ou peut-être que je cours vers quelque chose. Je suis perdu depuis la mort de ton père, ma chérie. Tu le sais. L'appartement, la routine, l'attente de la visite des petits-enfants. Ce n'est pas assez. J'ai besoin d'un but. Tu as un but. Tu es une grand-mère. Tu es ma mère. Et je serai toujours ces choses. Je passerai les hivers ici, de novembre à mars. Nous aurons en fait plus de temps ensemble que maintenant. Mais le reste de l'année, j'ai besoin d'être dans les montagnes. J'ai besoin d'être utile. Une autre longue pause, puis doucement, est-ce que ça te rend heureuse? Oui. La réponse vint sans hésitation. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis la mort de ton père. Alors d'accord. Je ne comprends pas, mais d'accord. Promets-moi juste que tu appelleras régulièrement, et si ça devient trop difficile, que tu rentreras à la maison. Je promets. Ils parlèrent encore 1 heure, réglant la logistique. Sandrine garderait un œil sur l'appartement, serait le contact d'urgence de Della, recevrait des nouvelles hebdomadaires via le communicateur satellite que Della devait acheter. Nicolas fut plus difficile à convaincre lorsque Della l'appela ensuite, mais il finit par accepter à la condition qu'il puisse lui rendre visite au moins 1 fois pendant la saison. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Della acheta un meilleur équipement de camping, un communicateur satellite avec balise d'urgence, plus de provisions qu'elle ne pouvait en transporter en un seul voyage. Elle devrait faire plusieurs allers-retours pour approvisionner la vallée, cacher de la nourriture et du matériel pour la longue saison à venir. Elle alla aussi à la bibliothèque et emprunta tous les livres qu'elle put trouver sur le comportement des loups, la survie en milieu sauvage et les savoirs écologiques traditionnels. Si elle devait être une gardienne, elle devait vraiment comprendre ce qu'elle protégeait. 1 semaine après avoir quitté la vallée, elle était prête à y retourner. Sa 2CV était chargée de provisions, ses enfants étaient prévenus et ses affaires étaient en ordre. Elle avait écrit une lettre, scellée et laissée à son notaire, expliquant tout, à n'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose. Elle devait à quelqu'un toute la vérité, même s'il ne la prendrait qu'après son départ. Le trajet de retour au sentier prit 4 heures. Elle se gara au même endroit,
chargea son sac avec le premier ravitaillement et commença à marcher. Cette fois, elle savait où elle allait. Le terrain était maintenant familier, et elle se déplaçait avec détermination plutôt qu'avec incertitude. Carrick courait devant, clairement impatient de retrouver la meute. Ils atteignirent la vallée en 2 jours, et Shadow attendait à l'entrée du drainage du ruisseau. Il se leva en la voyant, sa queue remuant en un clair signe de bienvenue, et la ramena à la clairière cachée. Le chalet ressemblait à un foyer. Elle déballa ses provisions, organisa l'espace et passa la soirée à lire d'autres journaux de gardiens à la lueur de la lampe. Chaque veilleur précédent avait laissé une sagesse dont elle pouvait s'inspirer, des conseils pratiques sur l'entretien des postes d'observation, la compréhension du comportement des loups, la gestion des provisions pendant les longues saisons. Mais ils avaient aussi laissé autre chose, un sentiment de continuité, de faire partie de quelque chose qui s'étendait sur des générations. Elle n'était pas seule dans cette étrange vocation. Elle rejoignait une tradition, ajoutant son maillon à une chaîne qui remontait plus loin qu'elle ne pouvait le retracer. Cette nuit-là, la meute se rassembla dans la prairie devant le chalet. Les 7 loups, plus Carrick, assis en un cercle lâche. Shadow hurla, une longue note ascendante qui résonna à travers la vallée, et un par un, les autres se joignirent à lui, un cœur qui fit se hérisser les poils sur les bras de Della. Elle comprit ce que c'était. C'était un accueil. Une reconnaissance. La manière de la meute de dire qu'elle avait sa place ici maintenant. Sur une impulsion, elle sortit et hurla avec eux. Sa voix était rauque, non entraînée, mais les loups ne semblèrent pas s'en soucier. Ils hurlèrent ensemble, humains et loups, unis dans un chant plus ancien que les mots. Quand le hurlement cessa, Shadow s'approcha d'elle. Il était énorme, elle avait oublié à quel point, mais sa posture était douce. Il toucha sa main de son museau, le même salut qu'il avait donné à Carrick des jours auparavant. Et Della sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était réel. Cela se produisait. Elle était une gardienne maintenant, partie d'un partenariat qui avait protégé cet endroit pendant des générations. Le lendemain matin, elle commença son éducation pour de bon. Shadow la mena en patrouille sur le territoire, lui montrant les limites de la meute, leur zone de chasse préférée, leur tanière. Elle apprit à lire leurs traces dans la terre meuble, à comprendre leur vocalisation, à reconnaître les signes subtils de tension ou de contentement dans leur langage corporel. Elle passa des heures à chaque poste d'observation, mémorisant les lignes de vue, comprenant comment la lumière changeait tout au long de la journée, apprenant à distinguer les sons normaux de la forêt de ceux qui signalaient un danger imminent. Elle s'entraîna à se déplacer silencieusement dans les bois, à couvrir le terrain efficacement et à se positionner pour observer sans être observée, des compétences qu'elle pensait avoir de ses jours de guetteuse, mais qui nécessitaient d'être affinées pour ce nouveau rôle. Et elle apprit à connaître la vallée elle-même, chaque ruisseau, chaque prairie, chaque bosquet de vieux arbres. Elle apprit où les troupeaux de cerfs passaient le soir, où les ours pêchaient tôt le matin, où les aigles nichaient dans les plus hauts pins. 2 semaines passèrent en études intensives. Puis 3. Septembre céda la place à octobre, les trembles jaunissant sur les crêtes, les nuits devenant plus froides. Della se sentit changer aussi, devenant plus mince, plus forte, plus en phase avec les rythmes de la nature. Elle était au poste d'observation nord un après-midi, scrutant les approches par habitude, quand elle vit un mouvement qui la fit saisir ses jumelles. Des hommes. 3. Les 3 mêmes qui avaient essayé d'entrer dans la vallée auparavant. Ils étaient de retour. Et cette fois, ils étaient prudents, se déplaçant lentement, guettant tout signe de présence humaine, empruntant une route différente qui approchait d'un angle mort qu'elle n'avait pas suffisamment couvert. Le cœur de Della se serra. Elle avait espéré qu'ils avaient abandonné, qu'ils s'étaient convaincus que les loups n'en valaient pas la peine. Mais les braconniers étaient souvent persistants, surtout quand ils se sentaient humiliés ou contrariés. Elle devait les arrêter de nouveau, mais cette fois, ils s'attendraient à une résistance. Cette fois, ils pourraient ne pas reculer. Elle regarda Shadow, qui l'avait accompagné au poste d'observation. Le corps du loup était tendu, ses yeux fixés sur les hommes qui approchaient. « Nous devons protéger la vallée », lui dit-elle. « Quoi qu'il en coûte. » Les lèvres de Shadow se retroussèrent. Pas tout à fait un grognement, mais presque. Il comprenait. Le territoire de la meute était menacé, et les menaces devaient être traitées. Della vérifia son communicateur satellite. Pas de signal ici. Les crêtes le bloquaient. Elle devrait monter plus haut pour appeler à l'aide, mais cela prendrait au moins 1 heure, et d'ici là, les braconniers seraient à l'entrée de la vallée.
Elle était de nouveau seule. Mais cette fois, elle n'était pas juste une femme avec un bâton de randonnée et un bon bluff. Cette fois, elle avait les loups. Très bien, dit-elle doucement. Montrons-leur ce que signifie vraiment la garde. Elle commença à descendre du poste d'observation, se déplaçant rapidement mais prudemment. Shadow à ses côtés. Ils avaient peut-être 30 minutes avant que les braconniers n'atteignent l'entrée de la vallée. 30 minutes pour mettre en place une défense qui les chasserait pour de bon. Le vrai test commençait. De là atteignit l'entrée nord de la vallée avec 10 minutes d'avance. Elle pouvait entendre les braconniers maintenant, leur voix portée par l'air fin d'octobre, confiante et négligente. Ils pensaient être seuls, pensaient avoir déjoué la vieille femme qui les avait confrontés auparavant. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Shadow avait disparu dans les arbres, parti rassembler la meute. De là se positionna au goulet d'étranglement étroit où le sentier entrait dans la vallée, le même endroit qu'elle avait utilisé auparavant. Mais cette fois, elle avait un plan. Elle sortit des objets de son sac, le sifflet d'urgence, sa lampe frontale, sa bombe de gaz poivré et la petite corne de brume qu'elle avait apportée pour effrayer la faune agressive. Pas des armes, exactement, mais des outils qui pouvaient créer la confusion et la peur dans les bonnes circonstances. Les hommes apparurent au détour du sentier, 3, comme avant, portant des fusils et se déplaçant avec l'assurance arrogante de gens qui pensaient avoir compris l'opposition. Ils s'arrêtèrent en la voyant, la surprise traversant leur visage avant de se durcir en agacement. « Encore vous » dit le chef. Il ne sourit pas cette fois. « On pensait que vous aviez abandonné et étiez rentré chez vous. »« J'habite ici maintenant » dit Dela calmement. « Je suis la gardienne officielle de cette zone de conservation. Vous êtes en infraction sur un terrain protégé. » « Protégé par qui ? Une vieille dame ?» Le deuxième homme rit. « On a vérifié après la dernière fois. Il n'y a aucun projet de conservation enregistré ici. Aucune protection légale. Vous nous avez menti. » L'estomac de Dela se noua, mais elle garda un visage neutre. Ils avaient fait leurs recherches, avaient démasqué son bluff. Cela compliquait considérablement les choses. « Peu importe, dit-elle. C'est toujours une propriété privée, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Propriété privée au milieu d'une forêt domaniale ? Le troisième homme secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça. Nous avons autant le droit d'être ici que vous. » Le chef s'approcha, son fusil tenu nonchalamment mais présent. « Écoutez, on ne veut pas de problème. On veut juste voir les loups. Peut-être prendre un trophée si l'occasion se présente. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Et nous le savons tous les deux. Alors pourquoi ne pas simplement vous écarter et nous laisser passer ? » C'était le moment décisif. Dela pouvait reculer, les laisser entrer dans la vallée et espérer le meilleur. Les loups survivraient probablement, ils étaient intelligents, méfiants envers les humains, capables de disparaître dans la nature. Mais la vallée elle-même serait compromise. Ces hommes en parleraient à d'autres, et bientôt l'endroit caché serait envahi de chasseurs, de photographes et de curieux. L'ancien refuge serait détruit par l'exposition. Elle ne pouvait pas permettre cela. « Non » dit-elle simplement. L'expression du deuxième homme s'assombrit. « Écoutez, madame. » C'est alors que Shadow sortit des arbres. Le loup noir se matérialisa des ombres comme une créature sortie d'un cauchemar, massif, sombre et complètement silencieux. Il se positionna à côté de Dela, son épaule au niveau de sa hanche, ses yeux jaunes fixés sur les trois hommes avec une intensité prédatrice. Les hommes se figèrent. Les fusils se levèrent, pas tout à fait pointés, mais prêts. « Ne faites pas ça » dit sèchement Dela. « C'est une espèce protégée. Vous tirez sur ce loup et ce sont des poursuites pénales, peu importe sur quel terrain nous nous trouvons. »« Il nous menace » dit le chef, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Il est à côté de moi. Ce n'est pas menacer. C'est avertir. Il y a une différence. » Deux autres loups émergèrent de la forêt, la femelle grise et le mâle brun. Ils prirent position de part et d'autre de Shadow, créant une ligne de prédateurs entre les hommes et l'entrée de la vallée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura le troisième homme. « Les loups ne font pas ça. Ils ne travaillent pas avec les gens. »« Ceux-ci, si, dit Dela. Ils protègent cette vallée depuis des générations, et ils ont décidé que je faisais partie de la meute maintenant. » Quatre autres loups apparurent, complétant la meute.
7 loups et un berger allemand, tous debout ensemble, tous concentrés sur les 3 intrus avec une attention sans faille. Les braconniers reculèrent d'un pas, puis d'un autre. Leurs fusils étaient levés maintenant, mais leurs mains tremblaient. 7 loups contre 3 hommes. Les chiffres n'étaient pas en leur faveur, surtout pas dans des espaces confinés où les fusils seraient maladroits et les loups dévastateurs. C'est de la folie, dit le chef. Les loups ne. Ce n'est pas naturel. Vous avez raison, convint Dela. Ce n'est pas naturel. C'est ancien. C'est un partenariat qui existait avant que vos ancêtres n'arrivent sur ce continent, et il vous dit très clairement que vous devez partir. Shadow fit un pas en avant. La femelle grise fit de même. La ligne de loups avança lentement, délibérément, repoussant les hommes. Dernière chance, dit Dela. Partez maintenant, pacifiquement, et ne revenez pas. Ou restez et voyez ce qui se passe lorsque vous menacez le territoire d'une meute de loups. Le chef regarda ses compagnons, vit la peur sur leur visage et fit le bon choix. D'accord, on s'en va. Mais ce n'est pas fini. On signalera ça. Signaler quoi? Que vous étiez en infraction avec l'intention de braconner une espèce protégée et que vous vous êtes fait effrayer par des loups? Bonne chance avec ça. La voix de Dela était dure maintenant, toute prétention de politesse disparut. Partez. Maintenant. Les hommes se tournèrent et battirent en retraite, marchant d'abord à reculons, gardant les yeux sur les loups, puis se tournant et se déplaçant plus vite une fois qu'ils eurent passé le virage. Dela et la meute suivirent, maintenant la pression, les poussant de plus en plus loin de la vallée. Ils poursuivirent les braconniers sur près de 3 kilomètres, les loups maintenant une formation lâche qui maintenait les hommes en mouvement sans tout à fait les paniquer au point de faire quelque chose de stupide. Dela resta en retrait, laissant la meute faire ce qu'elle faisait le mieux, appliquer la pression, communiquer la menace par la présence plutôt que par la violence. Lorsqu'ils atteignirent un point où le sentier bifurquait et une branche menant au départ du sentier, l'autre plus profondément dans la nature, Shadow s'arrêta. Les hommes prirent la branche du sentier, courant presque maintenant, leur confiance antérieure complètement brisée. Dela sortit la vieille boussole de Jean de sa poche, le laiton chaud d'avoir été près de son corps, et vérifia leur position. Ils étaient bien en dehors du territoire immédiat de la vallée maintenant, assez loin pour que les hommes doivent faire un choix délibéré de revenir plutôt que de retomber dessus accidentellement. Elle regarda Shadow. Tu penses qu'ils reviendront? La queue du loup bougea légèrement, sa version d'un haussement d'épaule peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ils avaient été avertis 2 fois maintenant, avaient vu que la vallée avait des défenseurs qui ne reculeraient pas. La plupart des gens, confrontés à ce genre de résistance, trouvaient des cibles plus faciles. La meute se tourna et commença le voyage de retour vers la vallée, se déplaçant à un trot confortable. Dela suivit à son propre rythme, les jambes fatiguées mais le moral au beau fixe. Elle l'avait fait. Elle avait protégé la vallée, non par la violence ou l'autorité légale, mais par le partenariat et la détermination. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent la clairière cachée. Le cercle de pierre brillait d'une lueur ambrée dans la lumière déclinante, et le chalet semblait chaleureux et accueillant dans son bosquet de cèdres. Dela alluma un feu dans le poêle à bois, prépara le dîner avec ses provisions et s'assit à la petite table pour écrire sa première entrée dans son journal de gardienne. 15 octobre 2025, commença TL, son écriture stable malgré sa main fatiguée. Mon nom est Marie Dubois. J'ai 62 ans, guetteuse à la retraite, veuve, mère et grand-mère. Il y a 2 semaines, je suis devenue la gardienne de cette vallée, et la partenaire de la meute de loups qui l'appelle sa maison. Aujourd'hui, j'ai fait face à mon premier vrai test. Des braconniers sont revenus, déterminés à entrer dans la vallée malgré un premier avertissement. Je n'avais aucune autorité légale pour les arrêter, aucun statut officiel à invoquer, aucun renfort à appeler. Tout ce que j'avais, c'était mon engagement à protéger cet endroit et la confiance des loups. Ce fut suffisant. Shadow et la meute se sont tenus à mes côtés, ont créé une barrière que les braconniers ne pouvaient pas franchir sans violence, et les ont chassés de la vallée. Je ne sais pas s'ils reviendront. Je ne sais pas si d'autres viendront. Mais je sais que je serai là, à veiller et prête, aussi longtemps que nécessaire. Monique avait raison sur tout. Cette vocation est étrange et exigeante, mais elle est aussi profondément satisfaisante d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai retrouvé un but. J'ai trouvé un endroit où mes compétences et mes instincts comptent, où je peux faire une réelle différence. J'en aurais compris. Il a toujours dit que j'étais faite pour veiller sur les choses.
Je ne connaissais simplement pas l'ampleur de ce que cela signifiait jusqu'à maintenant. Elle s'arrêta, regardant par la fenêtre la meute qui s'installait pour la nuit autour de la clairière. Carrick était avec eux, complètement intégré maintenant, indiscernable des loups, à l'exception de sa carrure légèrement différente. J'ai rejoint quelque chose d'ancien aujourd'hui, continua-t-elle d'écrire. Une chaîne de veilleurs s'étendant sur des générations. Des gens qui ont choisi de protéger ce qui était précieux plutôt que de l'exploiter. Je ne sais pas combien de temps je pourrai assurer cette veille. Je ne suis pas jeune, et le travail est exigeant. Mais je le ferai aussi longtemps que je le pourrai, et quand mon heure viendra, je m'assurerai que quelqu'un d'autre soit prêt à continuer. La vallée est en sécurité ce soir. La meute est en sécurité. La veille continue. Elle signa de son nom, referma le journal et l'ajouta à l'étagère à côté des autres. Son histoire faisait maintenant partie des archives, son engagement documenté pour quiconque viendrait après. Dehors, Shadow hurla une longue note ascendante qui parlait de territoire défendu, de meute intacte, d'équilibre maintenu. Les autres se joignirent à lui, et de là se surprit à sourire. Elle sortit dans la nuit froide d'octobre et leva les yeux vers les étoiles, brillantes et innombrables au-dessus de sa tête. Les mêmes étoiles que les anciens gardiens avaient vues, les mêmes étoiles que Monique avait observées pendant ses 30 ans ici. « Je suis chez moi », dit-elle doucement à la nuit, aux montagnes, à la mémoire de Jean. Et elle l'était. Pas dans l'appartement avec ses meubles soignés et ses pièces vides, mais ici, dans une vallée cachée, avec des loups pour compagnons et un but pour subsistance. Elle avait passé 5 ans à chercher ce sentiment. Et maintenant qu'elle l'avait trouvé, elle comprenait ce qui lui avait manqué tout ce temps. Pas le confort, pas la sécurité, pas la retraite facile que tout le monde s'attendait à ce qu'elle veuille. Un but. Un sens. La connaissance que sa présence comptait, que sa vigilance protégeait quelque chose d'irremplaçable. Elle avait 62 ans, et sa vraie vie, la vie pour laquelle elle était faite, venait de commencer. Shadow apparut à ses côtés, son pelage sombre presque invisible dans la nuit. Il s'assit, et elle posa sa main sur sa tête, sentant sa chaleur, la réalité solide de leur partenariat. « Merci, lui dit-elle, de m'avoir trouvé, de m'avoir choisi, de m'avoir fait confiance. » Le loup se pencha contre sa jambe, et ils restèrent là, ensemble sous les étoiles, gardienne et loup, veillant sur la vallée qui était maintenant leur responsabilité partagée. La veille continuait. Comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. 3 semaines plus tard, alors que novembre approchait et que la première vraie neige commençait à tomber, de là se prépara à quitter la vallée pour l'hiver. Elle avait passé le temps à renforcer ses connaissances, à mémoriser chaque détail, à s'assurer que le chalet était sécurisé et approvisionné pour son retour en avril. La meute semblait comprendre ce qui se passait. Ils étaient devenus plus calmes, plus attentifs, passant plus de temps près du chalet, comme s'ils voulaient mémoriser sa présence tout comme elle avait mémorisé la leur. Lors de sa dernière matinée dans la vallée, de là se rendit à chaque poste d'observation une dernière fois. Le poste nord où elle avait affronté les braconniers. Le poste est avec sa vue sur 3 crêtes et la vallée en contrebas. Le poste sud où les trembles poussaient denses et dorés même sous la nouvelle neige. À chacun, elle dit un au revoir silencieux, promettant de revenir, gravant les vues dans sa mémoire pour la soutenir pendant les mois d'hiver dans la civilisation. De retour au chalet, elle fit ses bagages avec soin, laissant la plupart de ses provisions pour la saison prochaine, mais emportant ce dont elle aurait besoin pour rassurer ses enfants qu'elle était saine et sauve. Elle laissa les journaux des gardiens sur leur étagère, mais glissa son propre journal, contenant maintenant des entrées couvrant tout l'automne, dans son sac. Elle continuerait à écrire pendant l'hiver, documentant ses pensées et ses préparatifs pour la saison suivante. Shadow attendait devant le chalet, patient et immobile. Le reste de la meute était à proximité, observant depuis la lisière des arbres. « Je serai de retour en avril, lui dit-elle. Première semaine, dès que la neige fondra assez pour rendre la randonnée possible. Ce n'est pas un adieu. C'est juste un au revoir. » La queue du loup bougea une fois. Reconnaissance et acceptation. Elle endossa son sac à dos, jeta un dernier regard au chalet et commença la randonnée de retour. Carrick marchait à ses côtés, et à sa surprise, Shadow suivit. Ils atteignirent l'entrée de la vallée avant que le grand loup ne s'arrête, ne voulant pas s'éloigner davantage du territoire de la meute. De là s'agenouilla et passa ses bras autour de son cou, respirant son odeur sauvage. « Prends soin d'eux, murmura-t-elle. Je reviens bientôt. » Shadow toléra l'étreinte un instant,
puis se recula et retourna vers la clairière cachée. De là le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis continua sa descente de la montagne. La randonnée de retour prit 2 jours, et à chaque kilomètre, elle se sentait passer d'un monde à l'autre, la gardienne s'effaçant, la grand-mère et la mère émergeant. Ce n'était pas une transition confortable. Elle se sentait divisée, tiraillée entre 2 versions d'elle-même qui ne s'emboîtaient pas encore tout à fait. Mais elle le ferait. Elle les ferait s'emboîter. Elle trouverait un moyen d'honorer les 2 vocations. Lorsqu'elle atteignit sa voiture, elle s'accorda un moment de deuil pour ce qu'elle quittait, puis mit le moteur en marche et commença le trajet de retour vers sa petite ville. Sandrine l'attendait à l'appartement, ayant utilisé sa clé pour remplir le réfrigérateur et aérer les pièces. Elle serra de la fort dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. « Tu as l'air différente », dit Sandrine en étudiant son visage. « Plus mince, plus forte, peut-être plus. Je ne sais pas, plus toi-même ?»« Je me sens moi-même », confirma Della, plus que je ne l'ai été depuis des années. Elles passèrent la soirée à parler, Della éditant soigneusement ses histoires pour en retirer les éléments les plus incroyables. Elle parla de la vallée, de ses devoirs d'entretien des sentiers et de surveillance de la faune, de la satisfaction d'un travail utile. Elle mentionna avoir vu des loups, mais n'expliqua pas leur rôle dans sa vie. Certaines vérités n'étaient pas faites pour être partagées, non pas parce qu'elles étaient honteuses, mais parce qu'elles étaient trop étranges pour être crues facilement. Marcus vint lui rendre visite la semaine suivante avec sa famille, et Della se trouva sincèrement heureuse de les voir, heureuse de serrer ses petits-enfants dans ses bras et d'entendre parler de leurs drames d'adolescents et de leur réussite scolaire. Elle avait craint que la vallée ne rende la vie normale creuse, mais au lieu de cela, cela lui donna l'énergie de s'engager pleinement avec sa famille. Elle avait de nouveau un but, ce qui signifiait qu'elle avait des ressources émotionnelles à partager. Les mois d'hiver passèrent selon un rythme qui la surprit par son confort. Elle passa du temps avec sa famille, fit de plus courtes randonnées d'une journée dans les montagnes voisines, et lut voracement sur l'écologie et la gestion de la faune. Elle écrivit dans son journal chaque soir, traitant ses expériences, planifiant la saison suivante. Et elle attendit, patiemment mais avec impatience. Elle attendit le printemps. Quand avril arriva enfin, avec la fonte des neiges qui commençait sérieusement et les premières fleurs sauvages qui perçaient le sol boueux, Della chargea sa 2 CV et fit ses adieux. « On se voit en novembre », dit-elle à Sandrine. Appels hebdomadaires par satellite, comme convenu. Et si tu as un besoin urgent de moi, je peux descendre en 2 jours. Je sais, maman. Fais juste attention. Tu es tout ce qu'il nous reste. Je suis en sécurité, l'assura Della. Plus en sécurité que tu ne le croirais. J'ai de bons partenaires là-haut. Elle retourna au sentier, le cœur plus léger à chaque kilomètre. Lorsqu'elle endossa son sac et commença à marcher, ce fut comme un retour à la maison au sens le plus vrai. Les montagnes l'accueillirent. La forêt lui ouvrit ses chemins, et ses pieds retrouvèrent leur rythme immédiatement. Elle atteignit la vallée le 2e jour, approchant par le drainage du ruisseau alors que le soleil de l'après-midi peignait tout en or. Et là, attendant au cercle de pierre, se trouvaient Shadow et toute la meute. 7 loups plus 3 nouveaux louveteaux pendant l'hiver, tous la regardant approcher. Carrick se détacha du groupe et courut vers elle, la queue battant frénétiquement, et Della tomba à genoux pour l'embrasser. « Tu m'as manqué aussi, mon grand. Tout ça m'a tellement manqué. » Shadow s'approcha plus posément, toucha sa main de son museau en guise de salut, puis se tourna et ouvrit la voie vers le chalet. La porte s'ouvrit sans effort, tout était comme elle l'avait laissé, les journaux des gardiens sur leur étagère, le poêle à bois froid mais prêt, la table et les chaises attendant son retour. Della déballa ses provisions, arrangea ses affaires et s'assit pour écrire sa première entrée de la nouvelle saison. 8 avril 2026, commença-t-elle. Je suis de retour. La vallée est magnifique. La meute est florissante. Et je suis exactement là où je suis censé être. C'est ma vie maintenant, partagée entre 2 mondes, appartenant pleinement aux 2. Je suis une grand-mère qui veille sur ses petits-enfants en hiver. Et je suis une gardienne qui veille sur les loups et la nature du printemps à l'automne. Je suis Marie Dubois. J'ai 63 ans et je garde la veille. Dehors, la meute hurla sa bienvenue et Della sourit. Elle était chez elle. Enfin, complètement, indéniablement chez elle. La veille continuait. La chaîne restait ininterrompue. Et dans une vallée cachée au cœur du massif central, un partenariat ancien entre l'homme et le loup perdurait,
protégée par une guetteuse à la retraite qui avait trouvé sa raison d'être dans l'endroit le plus inattendu qui soit. Certaines vocations nous choisissent. Certaines responsabilités nous trouvent quand nous sommes prêts, même si nous ne savions pas que nous cherchions. Et certains liens, entre l'humain et le sauvage, entre le passé et le présent, entre le devoir et l'amour, transcendent tout ce que nous pensions comprendre du monde. Della avait trouvé tout cela, et plus encore. Elle s'était trouvée elle-même. Et elle continuerait à veiller, saison après saison, année après année, aussi longtemps qu'elle le pourrait. Et quand son heure viendrait, quelqu'un d'autre suivrait les loups jusqu'à cette vallée, lirait ses journaux et choisirait de continuer la veille. La chaîne resterait ininterrompue. La vallée resterait protégée. Le partenariat perdurerait. Comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours.